Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. Allons plus loin encore cet après-midi. Nous sommes ensemble en direct, vous le savez, pendant 2 heures. Et donc on va prendre le temps d'analyser, de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Jean-Raymond Hugonet. Bienvenue. Vous êtes sénateur LR de l'Essonne. Vous allez notamment réagir à cette agression mortelle tout à l'heure à la préfecture de police de Paris. Je rappelle que 4 policiers ont été tués. Durant ces 2 heures, nous recueillerons les réactions d'autres sénateurs et sénatrices en salle des conférences. Ce sera avec Tam Tranui. Nous irons aussi dans l'hémicycle du Sénat. Quentin Calmet nous parlera des 2 débats du jour et notamment de celui sur l'adaptation de la France à l'urgence climatique d'ici à 2050. Et puis vous le savez maintenant, allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Caroline Deschamps. Bonjour. Vous allez nous parler de l'affaire de Rouen vue par les réseaux sociaux. Oui, et le nombre de fausses infos qui ont circulé sur le web. Et il y en a eu beaucoup. Fabien Recker fait aussi partie du club aujourd'hui. Fabien, bienvenue. Vous allez nous parler transport aérien et territoire. Exactement, où on verra qu'à l'heure de Greta Thunberg et de l'avion bashing, eh bien, certains veulent encore défendre le transport aérien. On verra ça avec vous. Marie Brémaud, notre spécialiste Europe. Bonjour Marie, vous allez revenir sur l'audition de Sylvie Goulard. Oui, beaucoup de monde hier au Parlement à Bruxelles pour une audition très attendue et tendue. Dans une demi-heure, Sénat en clair, nous reviendrons sur la question de la santé au travail, sujet traité dans un rapport sénatorial qui a été rendu public tout à l'heure. On y parle de burn-out, mais pas seulement. Est-ce que le travail, c'est toujours la santé? Je vous laisse réagir sur Twitter, hashtag ALPL, sur Twitter donc. Mais d'abord, cette attaque au couteau qui s'est produite au sein même de la préfecture de police de Paris. En tout début d'après-midi, l'assaillant a été abattu après avoir tué 4 policiers. Emmanuel Macron, Christophe Castaner, Édouard Philippe et Laurent Nunez ont fait le déplacement quasiment immédiatement. On fait le point avec Adrien Develay. L'attaque a eu lieu en plein cœur de Paris, au sein même de la préfecture de police, l'un des endroits les mieux gardés de la capitale. Le bilan est pour l'instant de 5 morts, dont l'assaillant. Une enquête a été ouverte et la piste du conflit interne est pour l'instant privilégiée. L'agresseur était un fonctionnaire administratif de la direction du renseignement de la préfecture. Vers 13h, il aurait attaqué des policiers à l'arme blanche, un couteau en céramique selon certaines sources policières, un objet indétectable par les portiques de sécurité. Après avoir gravement blessé plusieurs personnes, il est stoppé par un policier qui ouvre le feu avec son arme de service. L'assaillant est abattu dans la cour. En milieu d'après-midi, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et le Premier ministre Édouard Philippe se sont rendus sur place. Le président de la République Emmanuel Macron est également venu témoigner son soutien aux forces de l'ordre. Et Jean-Raymond Hugonet, c'est le premier sujet sur lequel on souhaitait votre réaction. On sait que l'enquête va évoluer au fil des heures, au fil des jours. On n'a évidemment pas encore toutes les informations, mais qu'est-ce que vous inspire ce drame d'abord ? Il est à l'image de notre société. Je sais que les historiens disent que notre société a toujours été violente. Je constate, et tout le monde le constate au quotidien, l'attitude, ne serait-ce que l'attitude au volant, dans la rue, l'invective, l'insulte, et jusqu'à arriver à perdre la tête dans un geste comme celui-ci. Alors on ne connaît pas les causes, mais j'allais dire, peu importe les causes, le résultat est celui-là. Il y a 5 personnes, dont un qui a assassiné les autres, qui sont mortes aujourd'hui comme ça en plein cœur de Paris. Donc c'est d'une violence extrême, ça ressemble, et on zappe rapidement sur des affaires, et il y en aura d'autres, et c'est quelque chose qui renvoie vraiment la violence de cette société dont on se rend compte, mais encore une fois, je pense que ça va crescendo. Ça pose la question, en quelques secondes, de la sécurité dans les bâtiments publics. On voit qu'a priori, c'est un couteau en céramique qui aurait pu passer au sein même de la préfecture de police de Paris. Bien sûr, inventez tous les dispositifs que vous voudrez. Quelqu'un qui est déterminé trouvera toujours la faille dans un dispositif. Ensuite, ça pose des problèmes d'organisation concrète au jour le jour. Quand on doit laisser rentrer, on avait eu le débat au moment justement où les portiques à l'intérieur, à l'entrée des lycées, des collèges et autres, quand vous devez avoir une affluence à un même moment sur une même heure, ça devient compliqué. Donc les dispositifs, oui, on peut prendre. Ce qui est certain, c'est que cette violence s'exprime et elle trouvera le moyen de s'exprimer par la moindre faille. On va parler maintenant de l'incendie de Rouen. Le Sénat annonce la création d'une commission d'enquête. Tout le monde était pour, y compris au sein même du gouvernement. Que peut-elle apporter de plus? Je vais vous poser la question dans un instant. D'abord les faits avec Flora Sauvage. Une commission d'enquête pour tenter de comprendre ce qui s'est passé dans l'usine Lubrizol de Rouen le 26 septembre doit voir le jour la semaine prochaine au Sénat. 7 jours après l'incendie de l'usine chimique, l'origine du feu reste à découvrir.
Et de nombreuses questions demeurent sur les conséquences sanitaires et environnementales. Je souhaite que cette commission enquête d'abord sur la manière dont a été gérée la crise et l'accident chez Lubrizol à Rouen. Je pense qu'il faut aussi examiner la connaissance qu'on a sur ce qui se passe dans les sites Seveso. Moi, je suis par exemple très interrogative sur ce que nous dit la ministre de l'Environnement, qui nous dit qu'on n'avait pas connaissance de ce qu'il y avait dans l'entreprise. Si la préfecture a publié la liste des 479 produits chimiques qui étaient entreposés dans l'usine, le gouvernement a reconnu que personne ne sait exactement ce que donnent ces produits mélangés lorsqu'ils brûlent. Moi, j'accueille favorablement les demandes à la fois de mission d'information et de commission d'enquête. Les premières analyses ont commencé sur les choses les plus évidentes, l'amiante en particulier. Les analyses sur les dioxines ont été lancées. Et puis, il y a eu une question à laquelle on a besoin d'expertise pour répondre, qui est ce qu'on appelle l'effet cocktail. C'est-à-dire, quand on fait brûler plusieurs produits dangereux, est-ce que ça crée des molécules particulières qu'il faut aller rechercher dans l'air, dans les suies qui sont retombées sur le sol? Au Sénat, la commission d'enquête est réclamée par différents groupes politiques, LR, socialistes, centristes et communistes, et plusieurs commissions permanentes. Les travaux de cette commission d'enquête pourraient s'élargir à la réglementation, la prévention des risques et les dispositifs d'alerte qui encadrent les sites industriels classés Seveso. Le gouvernement, les experts eux-mêmes, n'ont pas réponse à toutes les questions. Et c'est la raison pour laquelle faire la lumière, ça passe aussi par le rôle du Parlement, par le rôle du Sénat, quand nous décidons ici de faire une commission d'enquête, nous voulons apporter une contribution avec le recul qui est le nôtre, avec cette capacité d'indépendance dans l'étude du phénomène. La commission d'enquête sera mise en place pour une durée maximale de 6 mois. Tous les groupes politiques seront représentés. Jean-Raymond Hugonet, vous saluez vous aussi la création de cette commission d'enquête au Sénat ? Oui, parce que, comme vient de le dire Philippe Bas, généralement, quand il y a une commission d'enquête au Sénat, c'est quelque chose d'abord de profondément sérieux, profondément documenté et qui est indépendant. C'est-à-dire tous les groupes politiques sont autour de la table et je peux le dire pour avoir suivi d'autres travaux de la commission d'enquête, puisqu'on peut suivre sans prendre part active, mais c'est un travail très très précis et qui me semble nécessaire. Qui suppose des auditions, des acteurs de l'événement, peut-être Absolument. Le préfet de Seine-Maritime, des ministres. Absolument. Aussi, c'est possible. Ça peut être également des ministres, ça peut être aussi... Alors, dans ce genre de catastrophe, ça en rappelle d'autres, mais tout le monde va chercher son spécialiste. Je trouve que moi, je ne suis pas scientifique, si vous voulez. Je prends cette information comme parlementaire, comme père de famille, et j'apprécie la Normandie. Citoyen. Oui, citoyen. Donc, tout le monde y va, je regarde les informations, tout le monde y va de son expert. Qui peut dire aujourd'hui exactement, à l'heure où on parle, exactement ce qui se passe? D'abord, il y a le phénomène, on en reparlera, vous en parliez tout à l'heure, des fake news. C'est-à-dire que déjà, est-ce que le feu a pris en dehors? Est-ce qu'elle a pris... Bon, chacun y va de son analyse. Je crois qu'il faut être d'abord très prudent, mais il faut aussi savoir manier un petit peu... Oui, c'est plus que la prudence. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'il arrive une catastrophe, il faut trouver le responsable dans la seconde qui suit. Et puis, bien évidemment, si à un moment donné, l'État peut être responsable, on va l'attaquer. On va attaquer... Haro sur l'État. Voilà. Ça... vous voyez, je ne peux pas être considéré comme un supporter du gouvernement, mais je regarde ça avec discernement. Et les ministres qui sont venus, y compris le Premier ministre, qui est venu attester hier de l'État, de ce qu'il savait et de ce qu'il ne savait pas, je crois qu'il a été d'une prudence et d'un équilibre parfait. Voilà, maintenant le Sénat va faire son travail également pour apporter sa pierre à l'édifice. Et vous allez donc réagir à d'autres sujets d'actualité. Avec plaisir. Rouen encore dans un instant. Ce sont les sujets choisis par nos chroniqueurs du jour. C'est l'heure du club d'Allons plus loin. Aujourd'hui donc dans le club, Caroline Deschamps, chef du pôle web à Public Sénat, Fabien Recker et Marie Brémaud. Bienvenue à tous les trois. Caroline, on va donc effectivement parler de Rouen avec vous. La catastrophe de Lubrizol a déclenché des milliers de réactions sur les réseaux sociaux. Évidemment, il y a eu le meilleur et le pire. Eh bien oui, comme à chaque catastrophe, chaque drame, les réseaux sociaux s'enflamment et tournent en boucle, vous le disiez, avec à chaque fois son lot d'intox et même de théories du complot. Eh bien l'incendie de Rouen n'a pas échappé à la règle, d'autant que l'événement a été quand même occulté
tourné pendant un temps dans les médias en raison des cérémonies d'hommage à Jacques Chirac et à la communication un peu délicate et erratique du gouvernement qui a été particulièrement pointée sur le web, mais pas seulement. Dans l'hémicycle du Sénat hier, lors des questions d'actualité au gouvernement, le sénateur LR Jean-François Husson a été vif. Regardez. Entretenir le flou par la cacophonie et les déclarations officielles contradictoires n'est pas acceptable et symbolise une crise ingérable face au discrédit de la parole publique. Notez bien en effet, Madame la Ministre, qu'en 5 jours, pas moins de 5 ministres, dont vous-même et le Premier ministre, sont venus sur place pour y tenir 5 discours différents, accentuant le trouble dans l'opinion. Et quand il y a un flou, il y a un loup. Et donc, c'est propice aux fausses infos en tout genre. Édouard Philippe, qui a promis hier, justement, la transparence la plus totale, a lui-même dénoncé les intox sur l'incendie de Rouen à l'Assemblée nationale mardi. Et c'est vrai, je vais vous donner quelques exemples parmi les intox qui ont le plus circulé sur les réseaux sociaux. Premièrement, le faux communiqué de la préfecture, un communiqué de presse de l'agence régionale de santé de la préfecture du Nord a beaucoup tourné. Nuages de fumée traversant la zone nord suite à l'incendie de Rouen. Des effets secondaires dangereux pour la santé ne sont pas à exclure, peut-on y lire. Faux logo de l'ARS, c'est truffé de fautes d'orthographe, donc ça c'est quand même un signal. Souvent un indice, Voilà, exactement. Le préfet de Seine-Maritime a dû démentir et dénonce un acte de malveillance. Deuxième exemple, Rebecca, les poissons et les oiseaux morts. L'image d'une route jonchée d'oiseaux morts est légendée. Rouen, les oiseaux ne se cachent même plus pour mourir. Sauf que cette photo, elle date de 2011. Elle a été prise en Louisiane, comme l'a montré plusieurs médias. Et puis, je ne peux pas vous la montrer. Heureusement, elle a été enlevée des réseaux. Sur Twitter, le compte encause.fr, ça veut tout dire quand même comme titre. Fort de ses 14 000 followers, publie une photo de milliers de poissons près de Douai qui seraient morts suite à l'incendie de l'usine Lubrizol. En fait, la Voix du Nord nous explique que ces poissons sont morts par manque d'oxygène suite à des fortes pluies dans la région ces derniers jours. Donc ça n'avait rien à voir. Absolument. Il y a eu aussi des images assez spectaculaires avec de l'eau polluée. Elles aussi, elles ont été massivement diffusées sur les réseaux sociaux. Oui, une eau noire coule du robinet. La vidéo a été relayée plus de 26 000 fois sur Twitter. Et ça, c'est sans compter Facebook. Des images particulièrement flippantes qui ont attisé la panique, et ce, malgré le fait que l'ARS, l'Agence régionale de santé, ait précisé qu'il n'y avait pas de problème avec l'eau potable. Et encore, je ne vous parle pas du faux communiqué du CHU de Rouen, ni du plus spectaculaire, comme cette vidéo de l'explosion diffusée quelques heures après l'incendie, qui, comme l'ont démontré nos confrères du Monde, était en fait une vidéo prise en Chine en 2015, et j'ai pas pu vous la montrer parce que, fort heureusement, elle a été retirée et le compte suspendu. On comprend donc aisément, Rebecca, que loi fake news ou pas, sur ce type d'événement, l'émotion est tellement immense et les réseaux sociaux, ce sont une caisse de résonance sans limite, que c'est très difficile pour la com gouvernementale de rassurer. Surtout quand Édouard Philippe, même s'il est sincère, ça on en est sûr, en convient et dit au Sénat, on ne sait pas tout. On va y revenir avec vous, Jean-Raymond Hugonet. Je crois que la question n'est pas forcément de rassurer. La question est de dire ce qu'il se passe exactement et où en est l'état des recherches. Simplement d'informer. Et en termes quand Jean-François Husson, notre collègue, pointe un peu la cacophonie, moi je suis désolé, le gouvernement, à partir du moment où le Premier ministre s'exprime, c'est lui qui a la main, et on n'a pas besoin d'une kyrielle de ministres pour que chacun aille faire sa déclaration ou sa com personnelle. Il s'agit à ce moment-là d'une catastrophe avec potentiellement des effets que l'on peut mesurer. Le Premier ministre s'exprime. Et ça suffit. Voilà. Ensuite, rassurer les gens, bien entendu, ont peur. On habiterait à côté de l'usine, on aurait peur. On serait parmi les premiers qui ont été sécurisés le site, dont j'entendais ce matin sur une antenne nationale qu'ils avaient juste, et encore 3/4 d'heure après, un pauvre masque, vous voyez, comme on met en vélo quand on veut faire le japonais. C'est juste pas possible. Donc, il faut, à ce moment-là, le Premier ministre assume la communication, il explique où nous en sommes, et au fur et à mesure, il y a un point qui est fait. C'est aussi simple que ça. Comme il l'a fait au Sénat hier. Parce qu'en fait, ce qui est pointé
pointer du doigt, c'est que le fait qu'il y ait eu 5 cacophonie, ministres successivement... Et Jean-François avait raison. Avec des discours pas toujours sur la même ligne. Caroline, vous nous avez parlé du pire, mais vous nous avez aussi parlé du meilleur. Il y a des choses bonnes qui se sont passées sur les réseaux sociaux. Heureusement, il y a aussi du bon sur les réseaux sociaux. Allez, on finit sur une note positive. Voilà, comme à chaque catastrophe, la solidarité s'exprime. Il y a eu un groupe Facebook qui s'est créé et qui relaie en fait les propositions et les demandes d'hébergement. Un petit exemple, Steven qui propose 2 chambres pour 4 personnes. Il dit qu'il habite à Mantes-la-Ville et qu'il ouvre sa maison. Il y a quand même eu 6000 publications depuis une semaine. Donc on voit que quand même ça pourrait encore continuer. Et puis pour terminer quand même, les Rouennais malgré tout ont aussi envie de sourire. Donc ils ont relayé en masse en fait des détournements qu'il y a eu. Je ne sais pas si on va la voir comme celle de Tintin. Voilà, on voit les Dupont et Dupont avec leur scaphandre au milieu de la fumée. Comme quoi, l'humour normand, ça a du bon aussi. Ça redonne un peu le sourire. Merci beaucoup, Caroline. On va enchaîner avec vous, Fabien Recker. On va poursuivre le club. Vous étiez, vous, ce matin, à la présentation d'un rapport sénatorial sur le transport aérien. Il pollue, mais certains territoires en ont besoin, sinon ils se retrouvent complètement isolés, sauf qu'on pense de plus en plus en ce moment à l'environnement. Alors vous avez peut-être entendu parler du Fluxcam, Rebecca. Non, je vous avoue que non. C'est un mot suédois qui désigne tout simplement la honte de prendre l'avion, mode de transport très émetteur de CO2. Alors cette prise de conscience des enjeux climatiques, elle soulève aussi des questions pour l'aménagement du territoire. Par exemple, est-il bien raisonnable de prendre l'avion pour aller à Bayonne ou à Nice ? Et donc les vols intérieurs, et notamment les petites dessertes aériennes, sont de plus en plus critiqués. Et alors, est-ce que les sénateurs veulent les protéger, ces petites lignes ? Alors oui, certaines lignes qui desservent des zones enclavées, et qui sont donc des lignes qui sont subventionnées par l'État et par les collectivités parce qu'elles ne sont pas très rentables. Elles sont actuellement au nombre de 12. On va en découvrir quelques-unes sur la carte. Voilà. Par exemple, Paris-Brive, Paris-Aurillac ou encore la liaison Paris-Rodez. Donc selon les élus, il en va tout simplement de la survie économique de ces territoires. Et on va écouter la sénatrice Josiane Costes, c'est elle qui a présidé les travaux de cette commission au Sénat. Elle nous parle de son département à elle, le Cantal. On est à 1h30 de la première autoroute, surtout avec le 80 km/h. On a pris encore 10 minutes de plus. Donc évidemment, nos entreprises, si nous n'avions pas la desserte aérienne, ne pourraient pas rester dans le Cantal, elles partiraient. Et donc nous serions un département sans activité, un département où on viendrait passer quelques vacances pour les gens qui cherchent de la tranquillité. Mais c'est pas ce que nous voulons. Si on n'a plus le transport aérien, on est assigné à résidence. Et nous ne l'acceptons pas. Alors, si on prend l'exemple du Cantal, Rebecca, tout simplement pour aller d'Aurillac, la préfecture, à Paris en train, aujourd'hui c'est entre 7 et 9 heures de trajet, avec une et parfois 2 correspondances. Sauf que dans un contexte d'urgence climatique, est-ce que ça tient encore ces arguments, Fabien ? Alors certes, l'avion n'a pas bonne presse, mais les sénateurs ont travaillé leurs arguments, notamment que ces lignes, malgré des taux de remplissage corrects, ne représentent finalement pas grand-chose au regard du volume total des passagers du transport aérien en France, 0,3% exactement de tous les passagers, par exemple, qui transitent par les 2 aéroports parisiens, ce qui limiterait finalement l'impact climatique du maintien de ces petites dessertes. Par ailleurs, ces lignes sont souvent opérées par de petits appareils, à hélice souvent, moins émetteurs en CO2 qu'un avion à réaction. Donc finalement, conserver l'avion sur ces lignes ne serait pas moins écologique qu'un autre mode de transport, à en croire le sénateur Vincent Capo-Canellas, que je vous propose d'écouter. Quand il y a finalement peu de voyageurs, un avion de 50 places peut se justifier, là où créer une ligne TGV a un coût écologique très important, parce que il faut couler du béton, il faut faire des voies, et donc là, il n'y a pas de rentabilité socio-économique, il n'y a pas de rentabilité économique non plus. Donc voilà, l'aérien peut venir en complément et assurer une desserte. Alors concrètement, que propose le Sénat ? Alors le Sénat, on appelle en fait à développer une vraie stratégie au niveau national pour développer un transport aérien au service des territoires enclavés, notamment par exemple en développant les lignes interrégionales de métropole à métropole. L'idée, c'est de cesser de devoir passer systématiquement par Paris. Et un des gros dossiers reste la question de l'écotaxe sur les billets d'avion, la taxe carbone. Les sénateurs veulent que ces petites lignes en soient exemptées et ils disent avoir reçu des garanties du gouvernement
sur ce point avant le vote du prochain budget. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Raymond Hugonet? C'est un choix compliqué, hein, des territoires isolés et en même temps l'urgence climatique, l'environnement, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, vous ne le saviez pas, mais il n'y a pas de hasard. J'ai du sang auvergnat dans les veines, notamment du Cantal, puisque mon oncle préféré était Pierre Rénal, député du Cantal, suppléant de Georges Pompidou. On ne pouvait pas le savoir, effectivement. Voilà. Donc je connais bien ce territoire. Comme toujours, sur des sujets comme cela, il s'agit de cliver. Vous voyez, il y a les bons qui vont être ceci et puis les mauvais qui vont être cela. Mais la réalité est plus complexe que ça. C'est insupportable. Au Sénat, nous avons une position équilibrée. Ces territoires ont besoin de l'avion. Ce sont des destinations ciblées, vous l'avez fort bien indiqué tout à l'heure. Il est clair que quand on défend quelque chose, il faut prendre en considération l'ensemble des problématiques de façon transversale. Et là, ça serait une hérésie d'arrêter les lignes, surtout que ce ne sont pas les lignes polluantes. Et encore une fois, regardons à l'échelle de notre pays par rapport à la surface du globe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut arrêter avec ces débats d'arrière-garde. Je crois que Josiane Costes, qui, vous le savez, était déjà là du temps où Jacques Mézard était ministre, et puis qu'il l'a remplacé maintenant depuis que Jacques Mézard est allé au Conseil constitutionnel. Jacques Mézard pourra en discuter avec lui, parce que là, ce sont des sénateurs qui vivent dans la vraie vie et qui doivent venir à Paris pour y remplir leurs fonctions. Croyez-moi que quand on habite Rodez ou au fin fond du Cantal, c'est pas forcément évident. Donc, voilà, ce qu'ils demandent est justifié. Je crois que les propositions, comme toujours au Sénat, elles sont équilibrées et réalistes vis-à-vis des territoires. Et je pense que ça va plutôt dans le bon sens si on n'a pas une vision ayatollesque du transport aérien. C'est pas ni blanc ni noir, c'est gris. Marie Brémaud, vous êtes notre spécialiste avec Europe. des nuances. Avec des nuances. Vous allez revenir, vous, sur l'audition de Sylvie Goulard devant le Parlement européen. Parlez-nous un peu de la tonalité, peut-être, d'abord. I'm clean. C'est quelques mots prononcés par Sylvie Goulard en anglais que l'on peut traduire par « je n'ai rien à me reprocher ». Eh bien, il résume assez bien les 3 heures d'audition. La candidate française au poste de commissaire en charge du marché intérieur, de l'industrie, mais également de la défense, a principalement répondu aux questions des eurodéputés sur les affaires qui la fragilisent, à savoir l'affaire des faux assistants parlementaires du MoDem, pour laquelle elle avait démissionné du gouvernement, et son job grassement rémunéré de consultante auprès d'un think tank américain qu'elle cumulait avec son salaire de députée européenne. Elle a été assaillie de toutes parts. Je vous propose d'écouter quelques extraits choisis. J'avoue être un peu surprise de vous voir ici, madame, puisque vous avez dû démissionner du gouvernement Macron à cause des enquêtes concernant votre activité d'eurodéputée. Vous avez démissionné en tant que ministre de la Défense française parce que vous voulez mieux vous défendre. Alors, d'où ma question. Pourquoi est-ce que pensez-vous pouvoir être une commissaire mais pas une ministre de la Défense ? Pour moi, vous êtes une vraie vedette parce que vous avez le temps d'être députée européenne d'un côté et de l'autre côté, vous avez le temps d'occuper un emploi à 10 000 euros. Je crois que c'est important que les commissaires de la Commission européenne soient probes, que ce soit des personnes dont on ne peut pas douter de l'intégrité. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est important ? Vous voyez, monsieur le sénateur, Rebecca, elle a été assaillie vraiment de toutes parts. Violent, Et face aux critiques et aux questions, Sylvie Goulard, elle ne s'est pas démontée, mais elle n'a clairement pas convaincu, ni sur son éthique, ni sur le fond. D'ailleurs, pour l'instant, sa candidature, à ce jour, elle n'est pas validée. Sylvie Goulard va donc devoir répondre dans les prochains jours à 3 jeux de questions pour tenter de lever les inquiétudes. Alors, au-delà de sa personne et de sa candidature, elle pâtit aussi un peu d'un jeu de chaise musicale. C'est ça ? Oui, alors ça, on le sait moins. Mais cette audition et sa validation, il faut les replacer dans un contexte politique. 2 autres candidats à la commission ont été retoqués avant même leur audition. Il s'agit de la candidate roumaine à la commission, classée à gauche tout d'abord. Et puis dans la foulée, il y a eu le candidat hongrois de droite, cette fois, qui a été également recalé. Du coup, hors de question de faciliter les choses pour la candidate centriste Sylvie Goulard. Les socialistes et les conservateurs ont ainsi la possibilité de venger leur candidat retoqué, des représailles en quelque sorte, ce qu'avoue à demi-mot l'eurodéputé François-Xavier Bellamy. On écoute. Il faut appliquer les mêmes règles à tous. Et moi j'observe qu'effectivement un de nos collègues a été écarté du poste de commissaire pour lequel il était nommé pour des raisons qui sont difficiles à expliquer d'ailleurs parce qu'il n'a jamais fait l'objet de la moindre
condamnation, ni non plus de la moindre investigation. Aucune enquête n'a jamais été ouverte à son égard. Donc je ne comprendrai pas, et beaucoup de nos collègues ne comprendraient pas, en particulier d'ailleurs, tout parti confondu. Les collègues qui viennent des pays de l'Est et qui pourraient avoir le sentiment qu'on applique un double standard, nous ne comprendrions pas que la règle ne soit pas la même pour tous. Si on peut disqualifier des commissaires avant même de les avoir entendus en audition pour des raisons si faibles, alors il est évident que nous ne pouvons pas fermer les yeux devant des candidats qui ont fait l'objet d'enquêtes ou bien qui ont été condamnés. Bon alors, ça n'explique pas tout, parce qu'il y a clairement des incertitudes tant sur le fond que sur la forme, mais c'est quand même un peu dommage par qu'il y ait en toile de fond ce jeu de bataille politique qui gâche du coup le moment démocratique qui est important, car ces auditions sont clairement un moment important, en effet, dans la vie des institutions européennes. Le Parlement ici exerce un pouvoir très fort. Jean-Raymond Hugonet, dans cette affaire, vous incriminez qui plutôt Sylvie Goulard qui se présente alors que voilà, elle est poursuivie dans quelques affaires, ou ces eurodéputés qui ont des questions très agressives et qui ne tiennent peut-être pas compte de la présomption d'innocence? Non, là je vais vous dire, j'incrimine personne. Il y a plusieurs niveaux. Le premier, c'est qu'il y a un principe de présomption d'innocence, et ça je veux d'emblée, bien entendu, le considérer. Sylvie Goulard n'a eu de cesse de rappeler hier. Non, mais je veux le considérer en premier parce que c'est ce qui est dû à tout être humain dans notre pays. Et voilà. Après, il y a le deuxième plan. Et si je voulais paraphraser Michel Audiard, je dis que là, on navigue dans le sublime. Est-ce que Sylvie Goulard a 2 secondes et demie, conscience de l'état dans lequel est notre pays, dans le manque de confiance dans les hommes et les femmes politiques? L'Europe est au bord du gouffre et on est en train de savoir si Madame Goulard va pouvoir. Mais d'elle-même, elle devrait savoir à l'heure. Elle connaît très bien les institutions européennes et elle a été également désignée par la France. Oui, mais tout ça, mais la France a sa responsabilité en la désignant, et le président de la République a sa responsabilité. C'est faire fi des gilets jaunes, c'est faire fi de l'état de notre pays. 2 secondes, de la confiance. Quand on touche 10 000 par mois dans des pseudo-think tanks d'un milliardaire américain, philanthrope, voyez, oh il est philanthrope lui. Non. Ça a été souligné, elle n'a pas été épargnée, on l'a entendu par les eurodéputés. Un peu de pudeur d'elle-même. Elle a été obligée de démissionner, mais d'elle-même, elle doit comprendre. Ça donne une image de l'Europe détestable, une image de la France détestable, et ça finit de casser la confiance entre le peuple et les responsables politiques. C'est absolument incroyable. C'était le coup de gueule de Jean-Raymond Hugonet. Merci. Oui, parce que ça, je ne le supporte plus. Et pas que moi, les Français ne le supportent plus. Quand vous pensez, quand même, juste, je fais 2 secondes, qu'en tant que parlementaire, nous sommes obligés, ce qui est normal, de justifier de tout. De cette cravate que j'achète, est-ce qu'elle est trop chère, pas assez chère, de ce costume, de ma voiture, de bientôt d'autres choses, c'est normal et ça ne me dérange pas. Vous voyez ce que je veux dire? Les chefs d'entreprise justifient de leurs dépenses là. Mais pourquoi certaines élites politiques serait, parce que c'est une femme intelligente, compétente, mais pourquoi à ce moment-là elle serait au-dessus des lois? Ça, on ne peut plus le supporter, qu'on soit sénateur ou tout simplement un citoyen français. Voilà. Merci. Merci infiniment Jean-Raymond Hugonet d'avoir participé à cette émission. Merci à tous les trois d'avoir été membres de ce club. Avant de passer à Sénat en clair, petit détour par l'hémicycle avec vous, Quentin Calmet. Quentin, 2 débats au Sénat aujourd'hui, dont un sur la France face à l'urgence climatique. Voilà, un débat avec cette question majeure. Comment vivrons-nous? Comment sera organisée la France en 2050 lorsque la moyenne des températures aura augmenté de 2 degrés? Car il n'y a plus de débat sur savoir si on peut arrêter le réchauffement climatique. Plus personne, y compris ici dans l'hémicycle, ne remet en cause le constat. En revanche, il s'agit de savoir si on a tous bien pris la mesure de l'adaptation nécessaire. Et à lire ce rapport de la délégation à la prospective, on est loin du compte. Écoutez Roland Dantec, un des co-rapporteurs. Notre rapport n'est ni catastrophiste ni fataliste. Il est néanmoins sévère sur les retards pris dans la mobilisation des acteurs publics et des filières économiques, au-delà, et je le souligne, de quelques grandes structures scientifiques qui, elles, sont engagées dans la réflexion et produisent déjà des préconisations précises.
Voilà, je voulais vous montrer 3 des propositions dans ce rapport pour s'adapter au changement climatique. Par exemple, ils ont insisté sur l'adaptation du bâti. On pense aux risques accrus d'inondations, aux épisodes de canicule ou encore aux cyclones dans les collectivités d'outre-mer. Les sénateurs ont également parlé de la nécessité de s'adapter sur les politiques de l'eau, comment mieux récupérer l'eau, moins en dépenser, ou encore sur un plan national d'adaptation de l'agriculture. Voilà, les sénateurs ont également parlé du fait qu'il fallait que toutes les strates de la société s'adaptent à ce réchauffement. Et ça, Rebecca, on est loin du compte pour l'heure. Merci beaucoup, Quentin, et à tout à l'heure. C'est l'heure de Sénat en clair. Sénat en clair consacré cet après-midi à la santé au travail. Alors pourquoi en parler aujourd'hui ? Eh bien parce qu'un rapport du Sénat vient d'être rendu public. Il dresse un état de lieu, il fait des propositions. Vous n'êtes pas toujours très heureux dans votre entreprise, vous êtes même peut-être passé par la phase du burn-out. C'est devenu un vrai phénomène. Est-il exagéré ? Sinon, à qui la faute ? On va se poser toutes ces questions avec nos invités. D'abord, la présentation de ce rapport avec Louis Duménil. La santé au travail, un sujet dont la France est le mauvais élève en Europe. 595 accidents mortels comptabilisés en 2015, le pire score à l'échelle du continent. C'est sur la base de ce constat que le gouvernement a sollicité une étude parlementaire. Dans son rapport, la Commission des affaires sociales pointe un souci de gouvernance du système de santé au travail, jugé peu lisible et fragmenté entre de nombreux acteurs. Beaucoup trop de strates, niveau national, niveau régional. Et c'est vrai que si nous, on est parti sur une instance nationale de pilotage, nous ne sommes pas pour un bing-bang. Ce qu'on a voulu faire, c'est une instance nationale de stratégie et surtout qu'on ait un service de santé au travail de proximité. Donc avec un maintien sur nos territoires des services de proximité de santé au travail, mais avec une certification, avec des moyens renforcés. Parmi les propositions, création d'une agence nationale supervisante, favoriser le lien avec le médecin traitant, mais surtout généraliser les services de santé au travail aux indépendants et impliquer un peu plus les entreprises en leur faisant évaluer la qualité de vie au travail. Il va falloir humaniser davantage l'entreprise parce que très souvent, on prend en compte les données financières des entreprises pour les évaluer alors que les données humaines ne sont pas forcément prises en compte. Et là, ce rapport va permettre évidemment, d'une part, de mieux prendre en compte les situations ergonomiques, les risques encourus sur le lieu de travail, mais aussi au niveau psychosocial. Une réforme en douceur du modèle tiré sur des exemples scandinaves. Un sujet toutefois urgent puisque la productivité en pâtit selon le rapport. En 2017, ce sont au total près de 60 millions de journées de travail perdues. Et avec nous pour Sénat en clair cet après-midi, Pascale Gruny, bienvenue. Vous êtes sénatrice LR de l'Aisne, co-rapporteur de ce texte de la mission d'information sur la santé au travail présenté donc aujourd'hui. Vous pouvez d'ailleurs en trouver tout le détail sur notre site publicsénat.fr. Notre journaliste François Vignal a suivi cela de très près. Alexandre Jost, bienvenue. Bonjour. À vous également. Vous êtes délégué général et fondateur du think tank La Fabrique Spinoza. Bruno Dupuis, bienvenue. Vous êtes consultant en stratégie sociale au cabinet Alixio, ancien conseiller des ministres du Travail Xavier Darcos et Xavier Bertrand. Sylvaine Perragin, bienvenue à vous également. Vous êtes psychothérapeute, spécialiste en psychologie du travail et vous avez publié ce livre, Le salaire de la peine, le business de la souffrance au travail. Bienvenue à tous les quatre. Je voudrais qu'on se concentre vraiment aujourd'hui sur la santé psychique et mentale au travail, sur ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Pascale Gruny, c'est finalement assez récent de s'y intéresser. Pourquoi vous y êtes intéressé de si près ? Il y a un vrai problème, il y a un vrai phénomène ? Alors oui, bien sûr, il y a c'est un vrai sujet. Ouais. Et puis aussi, les entreprises qui soit ne s'en préoccupent pas suffisamment, soit en fait ne savent pas non plus quelle réponse apporter. Parce que là, on a besoin d'experts, parce qu'on n'a pas la science infuse, y compris pour les directeurs des ressources humaines, quand il y a cette fonction-là dans des entreprises plus importantes. Et aujourd'hui, sincèrement, les salariés, oui, ont des difficultés qui sont liées à la psychologie, on va dire, et ont besoin d'être accompagnés. Et j'entendais que vous parliez, dans notre rapport, on l'a mis en évidence sur la productivité, la compétitivité. Quelqu'un qui travaille bien, qui est bien dans son travail, forcément travaille mieux. Et donc ça joue bien entendu sur les résultats financiers de l'entreprise. J'ai entendu qu'une collègue disait on regarde ça sous le biais des financiers, mais effectivement quand vous êtes bien ça va toujours mieux. Donc c'est un vrai sujet dont il faut s'emparer vraiment de manière forte. Elles sont vraiment perdues les entreprises, ou elles ont aussi peut-être marre d'entendre parler de ces arrêts maladie pour burn-out, parce que c'est aussi un vrai sujet. Vous avez peut-être envie de réagir, Sylvaine Perragin? Alors écoutez, moi je ne peux pas répondre pour toutes les entreprises. Je sais que
ma pratique est de terrain et oui, il y a un véritable sujet sur les risques psychosociaux. Il y a une vraie souffrance au travail. Le but, l'action n'est pas d'évaluer la qualité de vie au travail, mais d'évaluer la souffrance. Moi, je dénonce beaucoup cette dérive sémantique qui fait ne plus nommer la réalité. C'est-à-dire que, vous savez, quand j'ai commencé à m'intéresser aux risques psychosociaux, au stress au travail, c'était Christophe Dejour qui fondait la psychodynamique du travail. Il parlait de pathologie mentale au travail il y a 20 ans. Il parlait de pathologie mentale au travail. Donc, autant vous dire que la pathologie mentale au travail, c'est pas très sexy. Donc, on est passé au stress au travail, mais c'était encore trop fort, le stress au travail. Donc, on est passé aux risques psychosociaux. Bon, c'était pas encore très vendeur, donc on est passé à la qualité de vie au travail. Et puis ensuite, on est passé au bien-être au travail, et maintenant, on en est au bonheur au travail. Donc, si vous voulez, c'est pas de ça qu'on parle. Nous parlons de la souffrance au travail. Et il y a une vraie souffrance au travail, et c'est un véritable problème. Et des entreprises perdues ou pas ? Alors, moi, quand j'ai commencé... Je vais vous dire, quand j'ai commencé, les entreprises, elles étaient vraiment perdues. Ça, c'est une réalité. C'est pas leur travail, c'est pas leur boulot, c'est pas leur spécialité, c'est pas leur expertise, si vous voulez. Donc, elles ne savaient vraiment pas quoi faire de ces salariés qui souffraient, et elles avaient besoin d'aide et de conseils, etc. Maintenant, moi, j'ai écrit ce livre pour dénoncer aussi une espèce de récupération, parce que vous savez que le marché récupère tout. Alors, bon, il a aussi récupéré ça. Et du coup, j'ai l'impression, il faut probablement y apporter des nuances, mais j'ai l'impression que les bonnes réponses ne sont pas données à de vraies questions, puisque ce sont toujours les mêmes questions qui se posent depuis 20 ans et que les gens continuent de souffrir massivement. Et je vais même donner un chiffre, c'est une étude du cabinet Technologia, alors publiée en mai 2014, donc ça date un petit peu. On parlait de 3,2 millions de personnes exposées à un risque élevé de burn-out. Alexandre Jost, quel est votre point de vue ? Est-ce qu'il faut aller même carrément vers une reconnaissance de ce syndrome en maladie professionnelle, parce que certains le demandent ? Alors moi, en préparant cette émission, je me demandais quelle était la réponse à cette question. Je n'ai pas de point de vue tranché. J'ai envie de dire que les entreprises manquent encore d'outils pour être face à peut-être cette reconnaissance. Et pour donner un exemple, comment mesurer, comment opérer cette mesure de la souffrance au travail. Une des propositions de la Fabrice Spinoza, c'est de dire qu'il faudrait rendre obligatoire l'auto-évaluation de la qualité de vie au travail, qui comprendrait aussi les questions de souffrance. Et à l'image C'est-à-dire auto-évaluation auto-évaluation, c'est que le gouvernement, l'État, la puissance publique établissent une sorte de référentiel à l'intérieur duquel chacune des organisations bâtit son propre questionnaire. Donc un système où à la fois l'entreprise est guidée, d'une part, et d'autre part, elle est libre de choisir des questions qui sont en lien avec ses spécificités. Et munie de cet outil, auquel elle aurait besoin, obligation de faire référence, elle pourrait mesurer régulièrement la qualité de vie au travail. Et munie de cet outil, vous connaissez le problème, ce qui n'est pas mesuré n'est pas managé, elle pourrait être tenue responsable d'une évolution dans un sens ou dans l'autre, de sa mal-être ou de ce bien-être. Et peut-être une deuxième pierre à l'édifice, en tout cas philosophique, c'est de dire que je pense qu'on a une tendance en France à chercher un unique responsable. Dans notre langage à nous, le bonheur au travail, et donc également son versant opposé, la souffrance au travail, est une co-responsabilité entre l'organisation, le manager et le collaborateur. Ne soyons ni à penser tel... Et on crie pas haro sur les chefs d'entreprise ou les managers. Exactement. On n'est ni dans une philosophie bouddhiste ou extrêmement américaine qui considérait que l'individu peut être heureux malgré tout dans un contexte toxique, ni à penser que c'est l'institution, l'organisation, le patron qui était exagérément... Le méchant patron, le gentil salarié qui va mal, quoi. Bruno Dupuis, peut-être, juste pour terminer ce tour de table, et je vous laisse la parole ensuite, Bruno Dupuis, qu'en pensez-vous ? Tout d'abord, je pense que je vais prendre le problème du côté du verre à moitié plein, parce que le travail, c'est aussi quelque chose qui structure, qui permet de s'épanouir, de vivre bien. Si on prend le chômeur, le demandeur d'emploi, et qu'on regarde ce qui se passe de ce côté-là, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement,
on est dans un monde où il y a de plus en plus de transformations en entreprise, d'accélération, de transformation permanente et qui sont forcément une source de déstabilisation, d'inquiétude et ça retombe sur le salarié quand même. Qui peuvent être assez mal prises en charge, assez mal évaluées. Quand on pose une nouvelle organisation, c'est un sujet qui n'est pas forcément toujours très bien traité, c'est-à-dire sur une approche de prévention primaire où on réfléchit, avant d'agir et où on met en place des mesures correctives, des mesures d'accompagnement. Donc ces changements, vous les vivez mieux si vous avez un haut poste et que vous êtes bien payé, plutôt que si vous êtes un petit salarié qui gagne peu et qui a peu de reconnaissance. Et puis après, la dernière chose que je voulais dire, c'est attention aussi aux effets de mode. On parle de burn-out maintenant, c'est presque, le truc à la mode, c'est mieux que de faire une dépression nerveuse, parce que ça c'est moins chic. Attention à ceux dont on parle. Et puis, dernière petite chose, j'en aurais terminé, je m'inscris en faux sur ce qui a été dit au départ, sur la France, mauvais élève de l'Europe, je pense que c'est faux. Et tous les chiffres le montrent sur la santé au travail. On a des progrès à faire, mais si on regarde ce qui s'est passé au fil des décennies, on a fait des progrès considérables sur la sinistralité dure quand même. Alors, c'est jamais assez, on est d'accord, mais si vous regardez, on a fait des progrès considérables. Il reste des choses à traiter. Il reste à accompagner les entreprises et à leur offrir, dans un système qui aujourd'hui est très éclaté entre trop d'acteurs, complètement d'accord sur ce qui est dit sur la gouvernance. Les entreprises ne savent pas à qui s'adresser. Et quand on parle de la sinistralité dure, effectivement, mettre un carter sur une machine, c'est un truc d'ingénieur. Quand on s'attaque à une organisation et à des questions managériales, là, on est vraiment sur des sujets où il y a plus de besoin d'équipes, de pluridisciplinarité. Et les entreprises, ne savent pas très bien à qui s'adresser. Il y a un besoin de conseil qui est mal organisé aujourd'hui dans le système tel qu'il fonctionne. Et ce que vous dites fait réagir Pascale Gruny puis Sylviane Paragin, j'imagine. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que vous allez être satisfait parce que dans nos préconisations, on propose en fait que la médecine du travail fasse un questionnaire anonyme dans les entreprises sur la qualité de vie au travail. Donc, pour justement connaître effectivement, et après que le médecin du travail, parce que c'est vraiment il est au centre aussi de notre rapport, avec l'humain, la personne humaine, mais qui puisse justement après aider, et notamment pour faire les réponses avec les risques psychosociaux. Sur le burn-out, moi je suis d'accord avec vous, burn-out, moi je me suis fait expliquer par un psychologue parce que tout le monde disait ça et je me dis, mais je ne sais pas ce que c'est, donc c'est vraiment autre chose. Il y a effectivement la déprime, la dépression, le burn-out, voilà, et les psychologues savent assez bien mettre derrière ce que c'est, donc ça c'est vraiment important. Le Danemark, parce que moi aussi je rebondis sur un exemple pris dans votre rapport. Oui, tout à fait, mais sur les risques psychosociaux, ils sont comme nous. C'est-à-dire qu'ils sont en difficulté. En revanche, la culture de la bienveillance au Danemark... Avec un classement des entreprises, je crois. Oui, des smileys, en fait, pour les entreprises. Et comme ils sont, en fait, en plein emploi et qu'ils ont des difficultés à recruter, le smiley, voilà. Voilà, c'est ça. Le bien-être au travail voilà. est pris en compte. Mais sincèrement, de savoir que le Danemark a aussi ses problèmes par rapport aux risques psychosociaux. Mais là où ils sont meilleurs que nous, c'est qu'en fait, chacun s'occupe de son voisin. C'est-à-dire que c'est pas seulement le problème de l'encadrant, celui qui est en bas, l'ouvrier, il va prêter une attention forte aussi à son collègue. Et avant de vous laisser poursuivre, je vous redonne quelques chiffres puisqu'ils sont assez récents. C'est le baromètre santé et qualité de vie au travail de l'IFOP pour Malakoff Médéric Humanis qui a été publié courant septembre. Voilà ce qu'il nous dit. 46% des salariés du privé interrogés estiment que leur rythme de travail s'est intensifié dans la dernière année. 53% s'estiment fatigués physiquement. 54% disent même être épuisés physiquement. 38% disent travailler de plus en plus chez eux. Et point positif, 56% des sondés trouvent que leur entreprise se soucie plus de leur bien-être au travail. Donc les choses sont peut-être un peu en train de changer, Sylviane Paragin. J'espère vraiment que les choses sont en train de changer. Alors plusieurs réflexions par rapport au burn-out. Probablement que ce terme est employé et galvaudé, c'est tout à fait possible. Maintenant, moi, les gens que je reçois qui sont en épuisement professionnel, je peux vous dire que c'est pas un effet de mode. Ça me paraît extrêmement ennuyeux de parler d'effet de mode. D'abord parce qu'il y a eu des précédents qui n'ont pas été très heureux. Ensuite parce que moi, ça fait 20 ans que je reçois des gens et ça fait 20 ans que je vois des gens... Du terme qui est utilisé sur ce qu'est le burn-out. Oui, mais justement, si vous voulez, il y a des gens qui souffrent et il y a beaucoup de gens qui souffrent et il y en a de plus en plus.
par rapport au changement, ce que vous disiez sur les changements dans les entreprises et sur l'accompagnement du changement qui doit être mis en place, c'est tout à fait certain que c'est très important de mettre en place un accompagnement du changement. Il faut savoir que les entreprises ont de telles répétitions et récurrences de changements que ça devient insupportable. Et qu'en fait, c'est pas tellement de changer, parce que tout le monde est d'accord pour changer, apprendre de nouvelles choses, etc., avec plus ou moins de résistance ou plus ou moins d'attrait. Hein. Le problème, c'est que ça change tout le temps, si vous voulez. C'est que les réorganisations internes, elles sont permanentes. Et donc, quand vous travaillez, vous avez besoin à un certain moment d'asseoir votre... De repères, de stabilité. Bien sûr, d'un petit peu, un petit peu, si vous voulez. Vous avez des réorganisations dans les grandes entreprises à peu près tous les ans et demi. Et on peut même changer de place tous les jours maintenant. Mais bien sûr, c'est insupportable. J'étais avant-hier dans une entreprise pour faire une présentation où les gens me disent, mais nous, on a... Ah, mais vous savez, nous, on a des espaces dynamiques dans notre entreprise, on a des espaces dynamiques. Alors, je dis, ah bon, mais qu'est-ce que c'est que ça, les espaces dynamiques? Je ne sais pas, excusez-moi. Alors, les espaces dynamiques sont en fait des open space dans lesquels on a mesuré, parce qu'on mesure beaucoup, hein, on a mesuré que en calculant le nombre d'absents, le nombre d'arrêts maladie, le nombre de gens qui sont en vacances, on n'a pas besoin de 15 bureaux, même s'il y a 15 salariés, on a besoin de 10 bureaux. Voilà. Le calcul est juste, hein, le calcul est juste, sauf qu'il y a des matins où il y a 15 personnes. Et c'est le premier arrivé qui a le meilleur bureau. Voilà. Donc, si vous voulez, l'entreprise, je ne sais pas si elle est perdue, mais ça, il ne faut pas le faire. Et ça, c'est une évidence, si vous voulez. Alexandre Jost, on parle aussi de plus en plus de télétravail. Est-ce que ça peut être une piste pour améliorer le bonheur au travail, le bien-être au travail? Oui, je pense, mais une piste représentative d'un enjeu plus large qui est de donner plus d'autonomie, de liberté, de confiance aux collaborateurs. Après, est-ce que ça passe par le télétravail? Oui, parce que le télétravail permet d'éviter une fatigue dans les transports, parce qu'il permet de gérer des enjeux de vie privée. Hein. Je suis papa d'un jeune enfant, je comprends bien. Pardon? Mais on est soupçonné de rien faire par l'entreprise. Non, justement, ne distillons pas la défiance. Je pense que les managers sont en train d'apprendre à gérer cette complexité et travailler avec des gens qui sont absents parce qu'ils sont chez eux. Mais non, un climat de confiance peut s'installer. Je pense peut-être sur la caricature éventuelle des espaces de travail. On réalise en ce moment un rapport sur les nouveaux espaces de travail et l'expérience collaborateur à la Farrouk Spinoza. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que certes, les entreprises utilisent cette flexibilisation pour réduire l'espace immobilier, mais aussi pour transformer des places qui étaient des bureaux individuels en des espaces pour téléphoner, des espaces pour avoir des réunions créatives, pour avoir des réunions. Et ce dont manquent cruellement les gens aujourd'hui, qui sont touchés par le bruit, par le fait d'être isolés dans leur bureau. Donc je pense que sur le phénomène spécifique de la transformation des espaces de travail, on va vers un mieux qui est une compréhension des fonctions, des activités et donc des espaces nécessaires au travail. Et pour donner une portée plus large à ce propos, je pense que ça va dans le sens que l'entreprise commence vraiment à se préoccuper de la question du bien-être au travail pour des questions de génération, des questions de performance et des questions. C'est ça, et des questions morales et éthiques. N'oublions pas, je pense qu'il y a quand même une forme de spiritualisation, de prise en compte d'enjeux globaux, environnementaux, sociaux, sociétaux et donc de bien-être dans les entreprises. Et tout ça va dans le sens que l'entreprise développe des nouveaux outils, approfondit son analyse en étant accompagnée par les professionnels que nous sommes autour de la table ou les politiques présents ici. Je voudrais qu'on s'intéresse à la santé au travail des fonctionnaires, parce que l'État est un employeur et pas des moindres. Il emploie plus de 5,5 millions de Français. On a vu les policiers manifester hier contre leurs conditions de travail désastreuses. Je rappelle, plus de 50 suicides cette année. Aujourd'hui, ce sont les instituteurs et les directeurs d'école qui manifestaient. Rassemblement dans toute la France, là aussi après un suicide, celui d'une directrice d'école à Pantin en Seine-Saint-Denis. Alors, l'État se soucie-t-il suffisamment de la santé au travail de ses employés? Je vous pose la question dans un instant. On va d'abord écouter Fabien Gay, le sénateur communiste qui est en salle des conférences avec Tam Tranui. Fabien Gay, plus de la moitié des écoles de Seine-Saint-Denis fermées aujourd'hui en hommage à cette directrice qui s'est suicidée et qui a justifié son geste par ses conditions de travail. Tout d'abord, qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, toutes les condoléances à sa famille et ses proches, à ses collègues de Pantin, à l'ensemble du corps enseignant de Seine-Saint-Denis, mais au-delà, parce que sa lettre est bouleversante. Je l'ai lue et comme chacun d'entre nous, elle m'a remué le ventre. Alors, je pense qu'il faut, dans ces moments-là, il faut être extrêmement digne. Un suicide, c'est un faisceau de choses, mais ce qu'elle a écrit, c'est le souffrance au travail. Oui. Elle nous alerte collectivement à réagir. Et c'est présent dans le corps enseignant, mais bien au-delà, chez l'ensemble des fonctionnaires.
Et donc, oui, vous jugez que cette situation, elle est généralisable et qu'elle va au-delà même de l'éducation nationale? La question de la souffrance au travail, oui. Je rencontre beaucoup de fonctionnaires, mais par exemple avec Hélène Assassi, la présidente du groupe, on a rencontré beaucoup de fonctionnaires en Seine-Saint-Denis. Ils nous disent qu'ils perdent le sens de leur travail. Ils se mettent au service du public. On rentre dans la fonction publique car on a envie de servir l'intérêt général et ils se retrouvent pris dans une machine où on leur parle rentabilité, où en fait on est managé comme dans le privé. Tâches chronophages, là, disait-elle aussi. Oui, perte de sens, c'est on se met au service du public et on nous parle rentabilité. On est managé comme dans le privé, c'est les mots qu'on entend. Et donc cette souffrance au travail, c'est une réalité aujourd'hui chez les fonctionnaires, mais aussi chez beaucoup d'hommes et de femmes du privé. Vous savez, on y passe beaucoup de temps au travail. Vous aussi. Aussi, l'ensemble des salariés de ce pays, être bien dans son travail, c'est une grande partie de sa vie. Et quand on n'y est pas bien, eh bien, c'est une souffrance et on l'a à cœur. À qui la faute pour vous? Des directeurs dénoncent aujourd'hui, je les cite, l'incurie, le silence de l'État, mais aussi de la mairie, concernant son cas. Bon, là, c'est le moment du recueillement. Après, il faudra poser des mots. Je dirais la politique d'austérité, celle qui fait qu'on pressurise, celle qui fait qu'on a plus d'enfants dans les classes, celle qui fait qu'on a moins de temps pour les tâches administratives. Ça a une réalité après concrète. Ce qu'on décide au Parlement, elle se traduit dans les actes. Donc cette politique-là qui réduit toujours les moyens, qui pressurise, elle a un coût. Et puis elle n'est pas arrivée avec Emmanuel Macron, cette souffrance au travail. Mais par exemple, pouvons-nous poser la question de la disparition des CHSCT quand on a fusionné les instances. Comité d'hygiène et de sécurité, oui. Avant, il y avait un moment où les salariés pouvaient parler du bien-être au travail. Ils ne l'ont plus aujourd'hui. Et ça, c'est une réalité et ça manque dans beaucoup d'entreprises. Eh bien, merci beaucoup Fabien Gay d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci beaucoup Tam. À tout à l'heure. Pascal Gruny, il n'est pas exemplaire, l'État, en matière de santé au travail. Ah non, je vais dire que là, c'est parent pauvre. On va dire. D'ailleurs, il y a un rapport qui va être fait par notre collègue Charlotte Lecoq sur le sujet. Et j'espère qu'on pourra s'en emparer nous aussi au Sénat. C'est sincèrement, et puis là, quand on parle derrière le suicide de cette directrice, enfin, franchement, c'est insupportable. Mais moi, pour suivre, parce qu'au moment des mutations des postes scolaires, pour avoir fait un suivi comme ça d'une personne, je peux vous dire qu'il n'y a pas de gestion de ressources humaines. C'est-à-dire qu'on envoie une maman, 2 enfants à 80 km de son domicile, alors qu'il y a une jeune institutrice qui vient de sortir, elle va être à 5 km. J'en ai discuté, moi, avec le ministre Blanquer, qui m'a dit ça va être mon prochain chantier, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines. Et dedans, bien entendu, la santé au travail pour les fonctionnaires qui est indispensable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on entend Bruno Dupuis dans le discours des fonctionnaires. Ce qu'il n'aime pas, c'est qu'on essaye de calquer le privé sur le public. Mais ce qu'on n'a pas calqué, en tout cas, c'est là que l'État n'est pas exemplaire. L'État est d'ailleurs dans les 3 fonctions publiques, disons-le. Sur tout l'aspect médecine de prévention, c'est une déshérence complète. Je veux dire, clairement, le système est peut-être perfectible dans le secteur privé. On a fait un rapport avec Charlotte Lecoq qui propose un certain nombre de pistes. Je suis très, très impatient de voir ce que va proposer Charlotte Lecoq sur le secteur public, parce que là, effectivement, on a une vraie déshérence. C'est-à-dire qu'il y a ce que dit Pascal Gruny sur la gestion des ressources humaines et sur cette dimension, je dirais, de prévention, d'évaluation en amont. Et je pense qu'il y a un très gros besoin, parce que on a des gros sujets de transformation de l'appareil public aujourd'hui qui sont devant nous, qui sont nécessaires et qu'il va falloir accompagner de façon importante, parce que je veux dire, finalement, l'histoire de certaines transformations comme celle de France Télécom, c'est effectivement des transformations très rapides, à marche forcée, et où vraie mutation le énorme. Système, à un moment donné, converge sur les personnes et les plus fragiles explosent. Sylviane Pieragin. Oui, je voudrais dire plusieurs choses sur l'évaluation et sur le fait qu'on fait des rapports. Et moi, je trouve ça très bien parce que ça permet d'augmenter la prise de conscience autour de ces sujets-là. Avant de venir, je suis tombée sur un rapport, une mission d'information du Sénat qui avait eu lieu en 2010 où vous aviez, je ne sais pas si c'était vous, mais il y avait un certain nombre d'autres sénateurs qui avaient interviewé une 50aine de personnes
Et à l'intérieur dans ces personnes, il y avait Muriel Pénicaud qui était là en tant que DRH de chez Danone. Et c'était très intéressant ce qu'elle disait, parce qu'en tant que DRH de chez Danone, elle disait les CHSCT n'ont pas suffisamment de pouvoir, de périmètre d'action. Relisez cette interview et cette intervention de Muriel Pénicaud et d'autres, pas seulement d'elle, qui était très très intéressante. Elle disait autre chose. Elle disait les problèmes, on les connaît et on sait très bien où il faut prendre les décisions pour que l'on puisse réduire le stress au travail et la souffrance au travail. C'était une mission d'information spécifique sur la souffrance au travail, pas sur toute la santé au travail. Et elle disait, ce sont dans les conseils d'administration qu'il faut prendre les décisions, il faut desserrer, alors ça c'est moi qui le dis, c'est pas elle, mais moi je dis, il faut desserrer les taux financiers, si vous voulez, parce que le problème n'est pas de gérer la qualité de vie au travail, le problème c'est de gérer la qualité du travail. Qu'est-ce qui fait que cette directrice d'école s'est suicidée? Qu'est-ce qui fait que j'ai rencontré malheureusement beaucoup de suicides au travail ou dus au travail dans ma carrière? C'est que les gens ne peuvent pas travailler correctement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ils l'entendent, comme ils pensent que c'est bien de travailler. On a tous une représentation de ce que c'est qu'un travail bien fait. Et quand on n'a pas les moyens de faire correctement son travail, c'est-à-dire de faire du travail de qualité, eh ben, on est confronté à petit une baisse de l'estime de soi, si vous voulez. Et c'est on n'aime pas ce qu'on fait, on n'aime pas la manière dont on le fait, donc on n'aime pas. Mais on n'aime pas la personne qu'on devient, si vous voulez. Et or, moi, je rencontre des gens qui ont envie de faire bien leur travail. Et c'est pour ça qu'ils résistent et qu'ils essayent de le faire malgré tout. Ils se battent jusqu'à un moment où ils tiennent plus. Après, peut-être un petit peu d'espoir quand même, c'est que ce dont vous parlez. Je ne manque pas d'espoir. Je sais, tout à fait. Mais je ne veux pas qu'on confonde les problèmes. Je suis d'accord avec vous. Ce dont vous parlez, c'est la qualité du travail empêché. Et d'après nos analyses à la Fabrique Spinoza, on a établi 12 grands leviers du bonheur au travail, du bien-être au travail. Il n'y a pas de bonheur au travail, c'est pas le sujet. Alors, c'est un autre débat. Non, mais employant des mots, le bonheur n'est pas un sujet du travail. 12 leviers pour aller mieux au travail, peu importe. Ce qui nous importe tous. Pourquoi on ne peut pas parler de bonheur au travail? On a le droit d'être heureux au travail. C'est un sujet individuel, le bonheur, c'est pas un sujet collectif. C'est pas parce qu'il est individuel. Le bien-être. Je pense que le rôle de l'entreprise, c'est de créer les conditions favorables à la bonne qualité du travail et à l'épanouissement au travail. Et après, que cet épanouissement se produise ou pas, dépend de beaucoup de choses qui vont au-delà de l'entreprise. Absolument. En tout cas, ce dont je voulais parler, c'est que ces 12 leviers d'épanouissement au travail, de qualité du travail, ils sont nombreux. La formation, la gouvernance, la convivialité, la rémunération, le travail lui-même, le management, la reconnaissance. Et que donc, dans une entreprise dans laquelle le temps imparti aux tâches serait réduit, eh bien, et je ne l'encourage pas du tout, mais aurait encore à sa disposition d'autres leviers pour favoriser l'épanouissement au travail. Nous, on résume ça en disant, on est aussi un organisme de formation, le bonheur au travail, ça s'apprend pour des managers, ça s'apprend pour des leaders et ça s'apprend également pour des collaborateurs, de telle sorte à ce que si l'entreprise est nocive, ils puissent trouver malgré tout, et ça n'est pas la solution, mais des mécanismes pour se protéger. Et je pense qu'en attendant d'avoir opéré une transformation systémique des mentalités, peut-être même du capitalisme et des organisations, il faut aussi donner aux collaborateurs des moyens pour se protéger, pour retrouver de l'apaisement, d'utiliser leur corps dans le travail. Il faut jouer sur tous ces leviers en même temps. Et il nous reste à peine 20 secondes. Les faire participer aussi au changement. C'est-à-dire que le changement, il ne doit pas s'imposer. Je pense qu'au contraire, et on peut trouver d'ailleurs de meilleures idées dans l'organisation quand ce sont justement pour eux-mêmes. Et je crois qu'à un moment donné, il y avait ces réunions, alors je ne me souviens plus comment ça s'appelait, dans l'entreprise, et qui permettaient justement à chacun de pouvoir participer. Et à ce moment-là, c'était démocratie de terrain, absolument. Et on s'arrêtera là. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Sénat en clair. Allons plus loin. Continue dans un instant le match des idées, on va parler économie. Mais d'abord, retour sur l'un des moments forts de Bonjour chez vous. Oriane Mancini recevait ce matin la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon. Elle est notamment revenue sur l'incendie de Rouen et sur ses conséquences. La gestion, c'était la gestion du site, les premières consignes de précaution, l'information des habitants, l'information des élus, l'information des médias locaux. Et puis après, ce sont les conséquences à moyen et long terme. En termes d'hospitalisation, par exemple, on a eu très peu d'hospitalisation. Je crois qu'on a 5 ou 6 personnes qui ont été hospitalisées quelques jours ou qui sont sorties. Donc pour l'instant, on n'a pas de retombées de santé de très court terme sur lesquelles on se dit il y a des personnes à qui on aurait dû passer d'autres types de messages. Donc moi, il me semble que la gestion a été satisfaisante dans les premières heures et les premiers jours,
que maintenant on est dans l'analyse des risques à moyen terme. Et après, est-ce qu'on aurait pu faire ça de façon plus fluide? Est-ce qu'on peut toujours s'améliorer? Sûrement, on aura un retour d'expérience pour savoir, quand la préfecture communique avec des communiqués de presse et des informations sur le site internet de la préfecture, peut-être que ça n'est pas suffisant comme outil de communication et qu'il aurait fallu diffuser ça ailleurs. Par exemple, le préfet va maintenant faire un point presse quotidien. Ce sera sûrement plus efficace parce que ça permettra d'avoir un rendez-vous dans lequel les informations sont passées. Donc, tout est toujours améliorable. Mais en termes de protection de la population, moi, il me semble que la gestion du site et la gestion de la protection de la population en urgence, je n'ai pas d'éléments me permettant de dire qu'on aurait dû faire différemment. On attend les analyses. Le sénateur de Seine-Maritime, Didier Marie, hier, demandait la création d'un groupe d'experts indépendants. Est-ce que vous garantissez l'indépendance de ces experts et l'indépendance de ces analyses ? En fait, depuis une vingtaine d'années, on a créé un système de sécurité sanitaire avec des agences indépendantes pour que l'expertise soit solide et ne soit pas à l'intérieur d'un bureau de l'administration. Là, on parle de 2 agences, l'INERIS, l'évaluation des risques industriels, et l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire. Ces 2 agences sont indépendantes, elles travaillent avec des experts indépendants. Donc oui, tout notre système est fondé sur cette indépendance des agences. Bienvenue sur Public Sénat, merci de nous rejoindre. Allons plus loin encore ce soir. Voici le programme. Dans le grand débat, retour sur l'incendie de Rouen. Cela fait une semaine que la catastrophe industrielle a eu lieu et le dossier est loin d'être clos. Le Sénat lance une commission d'enquête. Beaucoup de questions demeurent. Faut-il revoir les conditions d'alerte, le classement des sites Seveso, éloigner les usines à risque des habitations? On va prendre le temps de répondre à toutes ces questions ce soir. Hashtag ALPL sur Twitter. Nous irons aussi en salle des conférences tout au long de l'émission pour faire réagir sénateurs et sénatrices. Et ce sera avec vous, Tam Trani. Sur l'incendie de Rouen, je vais interroger Pascal Martin, tout nouveau sénateur. Il est encore pour quelques jours le président du département de la Seine-Maritime. À tout à l'heure, Tam. Et puis nous irons également dans l'hémicycle du Sénat avec vous, Quentin Calmet. Ouais, il y a un an, après les derniers scandales de pédophilie dans l'Église, les sénateurs s'étaient emparés du sujet des violences sur mineurs. Ils en ont débattu cet après-midi. À tout à l'heure, Quentin. Avant tout cela, notre match des idées, confrontation de points de vue ce soir entre Élie Cohen et Dominique Seux. On va revenir sur ce nouveau rebondissement dans la guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe. L'OMC vient d'autoriser Washington à imposer des sanctions records sur des produits européens dans le cadre du dossier des aides publiques reçues par Airbus. La réponse de l'Union européenne a été immédiate et franche. Il y aura des mesures de rétorsion. Avant de vous aider à comprendre ce qui se passe exactement et quelles en seront les conséquences pour vous, on va faire le point avec Aurélien Romano. L'OMC autorise les États-Unis à taxer à hauteur de 7,5 milliards de dollars les produits européens, ceci en compensation d'aides européennes à l'avionneur Airbus. Un coup dur pour l'Europe dans le vieux conflit Airbus-Boeing, une décision saluée par Donald Trump. Nous avons eu beaucoup de victoires. Celle-ci était une victoire à 7 milliards de dollars. C'est pas mal. 25% de taxes sur les vins et les fromages français, 10% sur les avions, c'est l'épée de Damoclès qui pèse sur la France notamment. Au gouvernement, on cherche avant tout la voie de la négociation. On a toujours dit aux États-Unis depuis plusieurs mois que nous considérions qu'il valait mieux trouver des solutions amiable plutôt que de s'engager dans des conflits commerciaux. Alors quelle réponse si la solution amiable n'est pas trouvée? La réponse que nous devons avoir, c'est une réponse qui est concertée au niveau européen pour mesurer les mesures, pour regarder les mesures entre guillemets de rétorsion que nous pourrions avoir vis-à-vis. Ces mesures? Moi aujourd'hui, je ne vais pas m'avancer sur le fait qu'on va aller taxer tel ou tel produit. La commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström, a annoncé que l'Union européenne n'aura d'autre choix que de taxer les produits américains si les droits de douane sont effectifs le 18 octobre comme annoncé. L'Union européenne est aussi en attente d'une décision de l'OMC concernant les aides américaines à Boeing cette fois-ci. Les sanctions pourraient ainsi s'annuler mutuellement. Ce climat de guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe, mais aussi depuis des mois entre USA et Chine, commence à peser sur le moral des investisseurs. Les bourses mondiales ont marqué de forts reculs ces derniers jours. Et avec nous pour le match des idées ce soir, Élie Cohen, bienvenue, bonsoir. Vous êtes économiste et directeur de recherche au CNRS et nous attendons face à vous Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Échos qui devrait arriver dans 1 minute tout au plus. D'abord vous évidemment Élie Cohen, est-ce que cette décision de l'OMC se justifie? Est-ce que vous la comprenez? Est-ce que vous avez été surpris? Non, pas surpris du tout. Vous savez, cette querelle
Airbus-Boeing, ça remonte à il y a 15 ans exactement. Ça a démarré en 2004. Les premières plaintes contre Airbus par Boeing, relayées par le gouvernement américain, concernaient 2 dispositifs qui avaient objectivement favorisé le développement et le décollage d'Airbus, qui était ce qu'on appelait un système d'avance remboursable. C'était des crédits qui étaient faits et qui n'étaient remboursés que s'il y avait un succès. Ça, c'était le premier élément qui avait été utilisé. Et en plus, il y avait la stratégie délibérée d'un certain nombre de gouvernements, le gouvernement allemand, le gouvernement français et le gouvernement américain, qui visaient à créer une concurrence à Boeing, parce qu'à l'époque, on ne supportait pas le monopole de fait qu'avait Boeing. Donc, c'est une entreprise délibérée de la part d'un certain nombre de pays pour constituer un champion européen. Et ce champion européen a formidablement réussi. Et il y a eu, dès que la plainte américaine a été déposée, des tas d'études qui ont montré qu'effectivement, ces aides avaient un effet de distorsion de concurrence. Donc, le fait de créer un champion européen a limité les capacités de développement de Boeing. Mais les Européens ont tout de suite dit, mais les Américains aident aussi Boeing. Comment les Américains aidaient-ils Boeing? Ils les aidaient là aussi par un double dispositif. Le premier dispositif, c'était un système de crédit d'impôt. Et le deuxième dispositif, c'est que comme Boeing est à la fois militaire et civil, en commandant des appareils militaires et en payant les développements de ces appareils militaires, en fait, on aidait indirectement les avions civils. Donc, il y a eu une double plainte. Des Américains contre les Européens d'abord, puis des Européens contre les Américains, et tout ceci a cheminé longuement, et au bout de N années de procédure, on arrive maintenant à la première décision qui a été prise par l'OMC contre Airbus et les Européens, et je vais vous confier un secret, dans les 6 mois qui viennent, il y aura une nouvelle décision de l'OMC qui condamnera Boeing et les Américains, et on arrivera probablement à un quasi-équilibre dans les sanctions respectives. Parce que... Donc vous n'êtes pas inquiet, vous ne parlez pas d'une guerre commerciale qui va être sans merci Non, parce que si vous voulez, ce qui est en train de se passer, c'est que ce télescope avec cette affaire Airbus-Boeing qui date d'il y a 15 ans, en fait une conflictualité commerciale nouvelle qui est voulue par Trump. Trump estime que les... On entend se réjouir d'ailleurs de parler de victoire pour les États-Unis. Trump estime que l'Europe fait une concurrence déloyale aux États-Unis, non seulement à travers les aides publiques, mais même à travers la sous-évaluation de l'euro par rapport au dollar. Il trouve tout à fait anormal que nous ayons des excédents commerciaux permanents, notamment les Allemands, dans le domaine de l'automobile. Et donc, il a déclaré une espèce de guerre commerciale à l'Europe. Il a même dit que d'une certaine manière, l'Union européenne était l'adversaire des États-Unis et qui voulait remettre en cause cet excédent commercial européen, et il voulait donc le corriger, non pas par les voies de l'OMC, mais par des mesures unilatérales, d'où par exemple le projet de taxation de l'importation des automobiles allemandes ou du vin français. Donc c'est pas la même chose. Je dirais, la condamnation d'Airbus aujourd'hui, ça prouve que l'OMC fonctionne encore. D'accord, et fait bien son travail. Et c'est bien son travail. La guerre commerciale que veut mener Donald Trump, en remettant en cause toutes les règles du multilatéralisme, en prenant des mesures unilatérales, etc., ça, c'est autre chose et il ne faut pas confondre les deux. Parce que c'est quand même un vrai sujet, notamment pour les consommateurs que nous sommes tous. Je voudrais juste qu'on regarde quelques chiffres et on accueille Dominique Seux qui vient d'arriver. Bienvenue. Washington a tout de suite annoncé la mise en place dès la mi-octobre des droits de douane de 10% sur les avions, de 25% sur d'autres produits industriels et agricoles importés de l'Union européenne, dont le vin français, le fromage italien et le whisky écossais. Ça va quand même être très vite concret pour les consommateurs, Dominique Seux. Oui, effectivement, depuis que les guerres commerciales sont lancées entre les États-Unis et le reste du monde, pour une partie importante des opinions européennes, mais asiatiques, ça n'était pas très concret. On ne savait pas jamais très bien où on en était. Là, le mot d'Airbus et rétorsion en face d'Airbus, le vin, le fromage, etc., ça devient très concret. Alors évidemment, la grande question qui se pose, c'est de savoir comment vont réagir les Européens. Est-ce qu'ils vont aller vers l'escalade ou la désescalade? Ils ont déjà parlé de mesures de rétorsion. Ils ont parlé de mesures de rétorsion, mais ils ne les ont pas encore appliquées. Et donc, il y a des discussions en cours en ce moment même à Bruxelles et entre les capitales européennes pour savoir s'il vaut mieux, avec Donald Trump, répondre durement ou au contraire envoyer des signaux pour dire « Allez, nous sommes prêts à négocier, à faire un geste ». En réalité, les Européens ont quelques atouts dans leur manche. Et il y a un atout qui n'a pas été tellement mentionné jusqu'à maintenant. Ils sont en train de réfléchir, ces minutes même, à ressortir un vieux contentieux qui date d'une quinzaine d'années de 2004, une sanction de 4 milliards de dollars
obtenu par l'Europe contre les États-Unis qui n'a jamais été appliqué. Et en fait, les Européens vont faire passer probablement cette nuit, dans les heures qui viennent, le message à Washington que si vous continuez comme ça, si vous ne vous mettez pas autour de la table de négociation, nous allons regarder sous le tapis, dans les fonds de tiroir, et nous allons retrouver des choses. Mais comment faut-il réagir avec Donald Trump? C'est quand même la grande question. D'abord, le principal point sur lequel il faut insister, c'est encore une fois, il ne faut pas tout confondre. La querelle Airbus-Boeing, c'est une très vieille querelle, ça date d'il y a 15 ans, et il y a une procédure qui est en cours, et à mon avis, on n'a pas du tout intérêt, par exemple, à réagir aujourd'hui aux mesures de rétorsion américaines qui sont tout à fait légitimées par l'OMC, puisque l'OMC autorise pour 7,5 milliards de mesures de rétorsion. Ce que j'ai entendu de la part du gouvernement qui dit on va réagir tout de suite dans le cadre européen, non. Non, la décision de l'OMC est une décision parfaitement légitime. Il y a un processus qui est en cours et je vous dis, c'est Boeing qui va être bientôt condamné dans les 6 ou 9 mois qui viennent et il y aura des mesures de rétorsion qu'on pourra prendre tout à fait légitimement. Ça, c'est le cadre multilatéral qui fonctionne correctement. Autre chose est le caractère un peu sauvage et prédateur de Trump qui dit je vais m'attaquer à l'automobile allemande ou je vais m'attaquer au vin français. Là, il sort complètement des cadres, il veut prendre des mesures unilatérales, il veut remettre en cause les règles de fonctionnement de l'OMC. Il y a pire encore, vous savez que Trump essaye de bloquer le fonctionnement de l'OMC actuellement, puisque au sein de l'OMC, l'organe de règlement des différends est paralysé par le fait que les États-Unis n'ont pas nommé un certain nombre de juges, donc le travail de l'OMC est ralenti. Notre intérêt à nous, et de défendre le multilatéralisme. Notre intérêt est de défendre l'OMC et le bon fonctionnement de l'OMC. Donc il ne faut pas tout mélanger. Je compléterai effectivement, comme Élie le dit bien, il y a les aspects juridiques, il y a les aspects économiques, mais il y a aussi un aspect psychologique dans ces affaires-là. Donald Trump, en prévision de la prochaine campagne présidentielle, veut naturellement pouvoir dire à ses électeurs américains, notamment dans le Middle West, nous ne nous laissons pas marcher sur les pieds. Et ensuite... C'est de la com, hein, voilà, politique, il y a aussi de la com. Souvenez-vous, il y a un parallèle qui va vous étonner, mais je ne sais pas si vous vous souvenez qu'aux commémorations du 11 novembre 2018 à Paris, il y avait eu des passes d'armes entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Il y avait eu des noms d'oiseaux qui avaient été envoyés. Et la grande question à l'Élysée, c'était de savoir s'il fallait réagir ou pas. L'ambassadeur de France à Washington, Gérard Haro, qui vient de sortir ses mémoires, raconte dans ses mémoires qu'il avait conseillé à l'Élysée et à la France de ne pas surréagir parce que Donald Trump, disait-il en filigrane, c'est un enfant. Vous lui donnez une tape, il va vous en donner une plus grosse et ça ne s'arrêtera jamais. Donc, il adore ça. Ravalez un peu votre colère, votre dignité et à la fin, c'est vous qui gagnez. La grande question, c'est de savoir si les 28, 27 Européens vont ensemble ravaler leur dignité et avaler leur chapeau. Ça n'est pas tout à fait sûr. Et ça nous amène au deuxième thème de ce match, et c'est un petit peu lié au premier, les conclusions de la commission d'enquête du Sénat sur la souveraineté numérique. On y parle notamment de la taxe GAFA, qui elle aussi aura des répercussions sur le porte-monnaie du consommateur. Amazon a même déjà augmenté ses prix depuis le 1er octobre. On va en parler ensemble. D'abord, je voudrais qu'on écoute le rapporteur Gérard Longuet, le sénateur LR, est au micro de Tam Tranui en salle des conférences. Et oui, Gérard Longuet, d'abord, on revient sur la principale préconisation de votre rapport, l'instauration d'un forum du numérique. En quoi cela consisterait exactement? Eh c'est un rendez-vous de 2 ans, pas plus, il ne faut pas l'éternité, avec essentiellement les pouvoirs publics, le gouvernement, le Parlement et naturellement tous les professionnels du numérique et ceux qui sont concernés, c'est-à-dire essentiellement les consommateurs et les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que manifestement, il y a de bonnes décisions, mais elles ne sont pas nécessairement suffisantes, elles ne sont pas nécessairement coordonnées, et surtout, on n'arrive pas à savoir quelles sont les lignes de force durables du gouvernement. Oui, voilà. Effectivement. Donc le forum, c'est un lieu de rencontre. Maintenant, la décision, elle appartient au Parlement sur un projet de loi gouvernemental. Effectivement, vous jugez que le gouvernement manque de stratégie globale et visible. Qu'est-ce que vous pensez de sa mise en place de la taxe GAFA? C'était là l'un des combats de Bruno Le Maire. Alors, c'est une bonne étape, c'était un signal d'alarme. Nous l'avons voté sans y croire, et d'ailleurs nous avons eu raison parce que on ouvre le combat avec les GAFAM, mais le combat n'est absolument pas terminé. Il ne faut pas croire du tout que cette taxe est un aboutissement. Ce n'est qu'une étape dans un jeu tactique qui consiste à faire en sorte que les grandes nations, celles de l'OCDE, les nations européennes en tous les cas, mais peut-être aussi en Amérique du Nord, déjà ça bouge aux États-Unis et au Canada, acceptent l'idée
que ces gens doivent payer leurs impôts comme tout le monde, et sans doute à partir du chiffre d'affaires qu'ils réalisent dans un pays. Ce qui est réalisé en France doit supporter l'impôt français. Mais on voit bien que c'est déjà un combat et on a déjà eu la réponse d'Amazon qui répercute ça sur les tarifs de vente pour les commerçants qui utilisent la plateforme et à terme pour les Français. Oui, parce que si vous voulez, de toute façon, les impôts sont toujours payés par les consommateurs in fine. Mais ce qui est choquant dans l'attitude d'Amazon, c'est qu'Amazon réalise des bénéfices. Ils ne font pas... Enfin, ils réalisent des bénéfices, c'est d'ailleurs pas vrai. En réalité, ils perdent beaucoup d'argent, ils en ont perdu beaucoup et ce sont les actionnaires qui payent. Mais ce n'est pas... Ils cassent les prix d'une certaine façon et ils ne payent pas les impôts qu'ils devraient payer s'ils étaient commerçants comme d'autres commerçants. Et donc, c'est un rappel à l'ordre, mais ce n'est pas un aboutissement parce qu'il y a une question à laquelle personne n'est capable de répondre. Qu'est-ce que la valeur, ou plus exactement, où se situe la valeur économique quand une affaire est traitée entre la Chine, la France, la Chine qui produit, la France qui peut produire, la France ou l'Angleterre qui achète, et la plateforme qui est installée en Irlande avec des actionnaires aux États-Unis. C'est absolument incompréhensible, et si nous ne tirons pas le signal d'alarme en permanence, il n'y aura pas de solution. Eh bien, merci beaucoup Gérard Longuet d'avoir répondu à mes questions sur votre rapport sur la souveraineté numérique que vous avez rendu public aujourd'hui. Merci beaucoup Tam. Dominique Seux, un combat féroce là aussi qui risque finalement de retomber sur le consommateur? Non, mais attendez, cette histoire de consommateur, il est tout à fait logique quand il y a une taxe qu'elle soit répercutée. Il y a évidemment un coût politique et médiatique, mais on devrait presque s'en réjouir. Quel est le but de l'opération? C'est bien sûr de remplir les caisses de l'État. Deuxième point, de mettre de l'équité fiscale, mais aussi d'une certaine manière de rendre Amazon moins compétitif par rapport aux petits commerces du coin de la rue, les magasins dans lesquels que les prix redeviennent un peu avec moins d'avantages pour Amazon. Donc si les prix augmentent, Gérard Longuet, les parlementaires devraient être contents de se dire finalement les gens commanderont un peu moins sur Amazon, mais ils iront retourner. Donc il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est de voir que la bataille se place vraiment sur tous les terrains. On voit Google, on voit Amazon, donc les droits de consommation. Google, il y a un sujet qui concerne les médias de très très près, qui est celui des droits voisins. Alors je ne sais pas si on peut dire un mot maintenant ou on le dira dans quelques minutes. Allez-y, ce n'est pas tout à fait le sujet, mais allez-y. Sur tous les sujets, en ce moment, il y a une bataille entre les GAFA et la rémunération de ceux qui produisent de la valeur. Où est la valeur? La question a été très bien posée par Gérard Longuet. Est-ce qu'elle est dans ceux qui créent les marchandises ou qui les distribuent à un moindre coût? Est-ce que c'est dans les médias et les journalistes ou est-ce que ce sont dans ceux qui véhiculent dans les tuyaux ou le contenu? Et cette bataille est en train de se faire. On peut quand même dire, avec un petit clin d'œil, que c'est toujours en France que les idées fiscales démarrent. Nous avons une créativité fiscale absolument extraordinaire. Je ne sais pas si ça fait l'envie de toute l'Europe, mais en tout cas, nous pouvons dire que le terrain fiscal est fertile en France. Élie Cohen. Alors, plusieurs remarques. La première, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, l'impôt GAFA, effectivement, a été inventé par Bruno Le Maire, qui en était très fier, et on a eu des grands débats en France sur ce que ça allait rapporter, sur l'assiette, etc. Sauf que, comme ça a été dit, l'impôt GAFA a été enterré très rapidement, parce que Emmanuel Macron a déclaré que, bien entendu, à partir du moment où l'OCDE sortirait une position commune sur la taxation des GAFA, non seulement la France s'y rallierait, mais elle rembourserait, entre guillemets, ce qui aurait été perçu et qui serait le différentiel entre la nouvelle législation type OCDE et la législation française. C'était au sommet française. de Biarritz. En fait, au sommet de Biarritz. C'était au sommet de Biarritz. On a beaucoup parlé de l'Iran, mais il y avait aussi dans le domaine économique cette affaire-là. Non, mais alors c'est très intéressant parce que du coup, le bon peuple a découvert ce que nous, économistes, nous savons, c'est que ça fait 10 ans à peu près qu'au sein de l'OCDE, il y a un groupe qui travaille sur la fiscalité des multinationales et notamment sur toutes les pratiques d'optimisation fiscale qui permettent, pas simplement aux GAFA, mais à d'autres entreprises d'échapper à la taxation. Et ce groupe approche du terme de son travail et normalement dans les 6 mois qui viennent on devrait avoir les recommandations, je crois que c'est le groupe Saint-Amand, on devrait avoir les recommandations et donc on devrait avoir une doctrine des pays développés en matière de taxation des multinationales et notamment on devrait avoir une réponse à la question qui était posée et qui reconnaîtrait le territoire
où se font les transactions comme une base d'imposition. Et donc, on combattrait comme ça les techniques d'optimisation fiscale qui ont été développées. Petite bombe à retardement pour Petite bombe à retardement, mais en même temps... Non. Enfin, petite bombe à retardement, oui, mais... par rapport à ce qu'avaient réussi comme optimisation fiscale les GAFA jusqu'à présent. Bien sûr, mais on peut regarder aussi du point de vue français le verre à moitié plein, qui est quand même d'avoir mis un pied dans la porte et d'avoir lancé une première pierre dans la mare. Ça fait 2 images, c'est un peu... Mais elles sont claires. Mais elles sont relativement claires. Elles ont le mérite d'être claires. Quand même, la France a 500 millions d'euros, a quand même mis sur la table cette affaire-là. Et donc, c'est plutôt positif. Après, évidemment, on voit bien qu'il y a en permanence une bagarre et que c'est vrai qu'on constate que chaque État, chaque nation européenne est toute petite par rapport aux GAFA. Parce qu'évidemment, les consommateurs sont plutôt quand même du côté des GAFA et de Google. En tant que consommateur, on est du côté de Google. En tant que concrètement, oui. En tant que citoyen et contribuable, on est du côté de l'État français. Mais je paye des impôts 1 fois par an et j'utilise Google 100 fois par jour. Et donc, il y a forcément, dans la bataille de communication, Google n'est pas encore à terre, très loin de là. Un dernier mot, Elie Cohen, sur ce point ? Oui, c'est une fois de plus la preuve qui est donnée que les initiatives nationales, c'est très sympathique, mais c'est quand même beaucoup plus important d'arriver à un point commun établi dans le cadre de l'OCDE avec un nouveau code de conduite et avec l'engagement des principales parties. Parce que ce qui a fait la faiblesse de la position française, c'est que nous n'avons pas réussi à attirer les Allemands dans notre combat. Les Allemands avaient trop peur des mesures de rétorsion, des mesures de rétorsion américaines sur l'automobile. Donc vous voyez, lorsqu'on piétine comme ça les travaux de l'OCDE en disant, comme l'a fait Bruno Le Maire, mais moi j'invente le nouvel impôt, etc. Elie Cohen, il les a peut-être un peu accélérés aussi, parce que la France n'était pas seule dans ce dossier-là. Il y a eu d'autres. Moi je suis les travaux de ce groupe, ils étaient vraiment au bout de leur travail. Allez, troisième et dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est ce coup de chaud sur les bourses mondiales. Hier, la bourse de New York a fini en baisse de 1,86%. La bourse de Londres a perdu plus de 3%. En 2 séances, hier et avant-hier, la cote parisienne a perdu 4,5%. Plusieurs raisons à cela. La publication d'indicateurs américains négatifs, mais aussi, en tout cas pour ce qui concerne l'Europe, ce coup de pression de Boris Johnson hier à Manchester. Écoutez. Ce que les gens veulent, ce que les pro-Brexit veulent, ce que les anti-Brexit veulent, ce que le monde entier veut, c'est qu'on en finisse calmement avec le sujet du Brexit et qu'on avance. Nous sortirons de l'Union européenne le 31 octobre, quoi qu'il arrive. Alors, Elie Cohen, expliquez-nous, que se passe-t-il sur les marchés financiers ? Est-ce qu'on peut parler d'un vent de panique pour tous les indicateurs dont j'ai parlé ? Non. Écoutez, franchement, non. Je dirais quand une bourse perd 2 points ou 3 points ou 4 points après être montée comme aux États-Unis de je ne sais combien, et même en France d'une quinzaine de points, on ne peut pas dire que c'est le crack qui est à nos portes, etc. Non, par contre, il y a 2 ou 3 éléments qu'il faut avoir présents à l'esprit. Oui. Le premier, c'est qu'on a un ralentissement de l'économie mondiale. Maintenant, avec les révisions périodiques qui sont faites, le monde croît de moins en moins vite. Et je dirais les derniers domaines dans lesquels on pouvait dire, mais malgré tout, il y a une surchauffe, une activité économique débordante, notamment avec les consommateurs, comme aux États-Unis, même là-bas, c'est en train de se ralentir. Et ça, c'est le premier élément. Donc, quand vous avez un ralentissement général, eh bien, vous vous dites peut-être qu'on est en train d'arriver à la fin du cycle, un très long cycle de croissance après la grave crise de 2007-2008. C'est le premier point. Le deuxième point qui se rajoute à ça, c'est qu'il y a un vrai problème de crise de l'industrie manufacturière. Moi, je suis très frappé de constater le ralentissement partout de l'industrie, avec, en Europe en particulier et en Allemagne en particulier, un très très net ralentissement. Et si vous combinez ça avec le recul du commerce international, et notamment le recul du commerce international des produits industriels, vous vous dites il se passe quelque chose. Puis troisième point, il y a quand même un ralentissement chinois très très net. Alors jusqu'à présent, on disait mais c'est la faute à Brexit, c'est la faute à Trumpisme, vous ne parlez pas du Brexit, etc. Trump, etc. Non, ce qu'on constate malheureusement en Chine actuellement, c'est un ralentissement plus fondamental, c'est-à-dire on assiste en Chine à une espèce de bascule d'une économie qui était totalement extravertie, tournée vers l'export, la manufacture du monde, etc., vers une économie qui essaye de développer la consommation intérieure, les services, etc. Et ça ne se passe pas si bien que ça. Et ça se traduit par un très net ralentissement de l'activité économique en Chine. Et ce qui est source d'inquiétude, c'est que ce ralentissement économique se combine à un niveau d'endettement, parce qu'il y a eu une formidable accélération de l'endettement en Chine au cours, en gros, de la décennie de crise. Donc on se dit,
des banques surexposées avec un shadow banking qui s'est beaucoup développé sur fond de ralentissement économique, de changement de modèle économique. C'est le cocktail explosif. Ça fait un cocktail assez inquiétant. Mais pour que vous ayez un krach boursier, il faut qu'il y ait une bulle qui explose. Lorsqu'il y a eu la crise de 2007-2008, on ne savait pas comment la crise allait arriver, mais on savait qu'il y avait une bulle de l'immobilier américain. Bon, aujourd'hui, on peut peut-être dire qu'il y a une bulle de la dette en Chine. Enfin, ça n'a pas notamment la ressemblance de ce que pouvait être la crise précédente. Donc, moi, je serais plus modéré dans mon appréciation. Et vous, Dominique Seux? Pourquoi je suis parfaitement les éléments de description et d'analyse que vient d'évoquer Elie Cohen. La grande question, c'est de savoir que peut-on faire et que veulent faire les États et au niveau national ou international. Et la vraie difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de multilatéralisme. En tout cas, il n'y a pas de volonté de régler ensemble des problèmes qui se posent. Les problèmes, ils ont été très bien mentionnés, c'est un peu la tectonique des plaques. C'est-à-dire, vous avez des plaques qui sont en train un peu partout de glisser. Première plaque, c'est les taux d'intérêt. Où va l'argent aujourd'hui? Les taux d'intérêt sont négatifs, donc ils vont vers les actions, vers l'immobilier. Les actions sont très hauts, ça bouge un petit peu à la descente. Ça n'est pas dramatique pour l'instant. Et donc, vous avez une modification assez profonde de l'endroit où va l'argent en ce moment qui est créé. Deuxième tectonique des plaques, c'est effectivement entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis ralentissent, la Chine ralentit, mais surtout, elle commence à allumer ses moteurs intérieurs. Avec beaucoup d'endettement, ça a été dit, mais il y a des moteurs intérieurs qui se sont allumés, elles se rééquilibrent. Mais ce rééquilibrage va avoir des conséquences sur nous tous. La réponse, l'absence de réponse collective aux défis, on l'a bien vu au dernier G7 à Biarritz. Il y a eu, on a parlé de l'Iran, on évoquait les GAFA, la taxation, mais sur la politique économique et la situation économique, il n'y a même pas eu de communiqué commun. C'est probablement sage, parce que les communiqués, en fait, personne ne les lit. On consacre beaucoup plus de temps à les écrire que quelqu'un à les lire. Mais il y a cette absence d'envie de régler les problèmes ensemble. Il y a cette absence de savoir ce qu'il faudrait faire. On a bien vu la semaine dernière, il y a 10 jours maintenant, qu'il y avait des dissensions au sein de la Banque Centrale Européenne. Quel type de réponse? Il est pour la première fois, le gouverneur représentant de la France, gouverneur de la Banque de France à la BCE, a voté contre Mario Draghi, ce que proposait Mario Draghi. C'est assez rare que le couple franco-allemand se fracture là-dessus. Faut-il continuer à aller dans une monétaire politique? Pas fracturé le couple franco-allemand là, puisque les Allemands et les Français étaient contre les décisions de Draghi. Non, vous avez raison. Mais le gouvernement allemand, lui, enfin, chaque gouvernement n'est pas en ligne avec ses propres gouverneurs. C'est un peu compliqué et c'est assez nouveau. Donc il y a des fractures un peu. Il y a des désunions qui sont assez inquiétantes. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Allons plus loin encore dans un instant. Notre grand débat sur la gestion politique de la catastrophe de Rouen. On va d'abord faire un petit détour par l'hémicycle du Sénat. On vous retrouve, Quentin Calmet. Vous suivez les conclusions d'une mission d'information sur la pédophilie. Oui, tout à fait, Rebecca. Entre octobre et mai dernier, les sénateurs ont travaillé sur ce rapport qui visait à comprendre, à mieux détecter, mieux prévenir et mieux faire la répression des infractions sexuelles sur les mineurs dans les lieux qui accueillent des enfants. Le point de départ de ces travaux, c'était les scandales sur la pédophilie dans l'Église. Les sénateurs socialistes voulaient enquêter sur cette question. La droite sénatoriale s'y est opposée pour élargir à tous les lieux qui accueillent des mineurs. Plusieurs remarques qui ont été rappelées dans ce rapport. Tout d'abord, le manque de données et de contexte sur ces agressions sexuelles. Autre remarque, au sein de l'Église, il y a une vraie prise de conscience sur ce sujet. Également, le fait que les enfants handicapés sont très vulnérables. Et enfin, Rebecca, je voulais vous faire écouter une remarque assez glaçante prononcée aujourd'hui dans l'hémicycle. Elle a été tenue par Dominique Vérien, qui est l'une des sénatrices qui a écrit ce rapport. Écoutez. Dans le cas d'un pédophile, pensez-vous que condamné, par exemple, à 2 ans d'enfermement, 2 ans où le pédophile pourra tranquillement, dans sa cellule, regarder Gulli, chaîne préférée des pédophiles, je l'ai découvert récemment, 2 ans à feuilleter le magazine Parents et ses photos d'enfants, pensez-vous donc que ces 2 ans de prison auront une réelle utilité s'ils doivent se suffire à eux-mêmes ? Or, il faut en moyenne 18 mois pour qu'un détenu puisse être pris en charge par un psychiatre, et s'il accepte d'être pris en charge. Le prisonnier qui aura été condamné à 2 ans de prison ne verra donc probablement pas de psychiatre. Voilà Rebecca, un sujet très lourd. Sur le banc des ministres, c'est Aurélien Taquet qui était là pour représenter le gouvernement. Il doit présenter un plan sur le sujet en novembre prochain. Il a remercié les sénateurs pour leurs travaux qui vont permettre d'alimenter la discussion sur ce sujet.
Et je rectifie d'un mot, c'est Adrien Taquet. Merci beaucoup Quentin Calmet en direct de l'hémicycle du Sénat. Place à notre grand débat. On va donc prendre le temps de s'arrêter sur la situation à Rouen et sur la gestion politique de l'affaire. Cela fait très exactement une semaine que la catastrophe industrielle s'est produite et 7 jours après, toujours beaucoup de questions, d'inquiétudes et de défiance à l'égard des autorités publiques. D'ailleurs, le Sénat lance une commission d'enquête. Incendie de l'usine Lubrizol. Quel bilan? Une semaine après, on a une demi-heure pour se poser les bonnes questions. D'abord, le point avec Flora Sauvage. Une commission d'enquête pour tenter de comprendre ce qui s'est passé dans l'usine Lubrizol de Rouen le 26 septembre doit voir le jour la semaine prochaine au Sénat. 7 jours après l'incendie de l'usine chimique, l'origine du feu reste à découvrir. Et de nombreuses questions demeurent sur les conséquences sanitaires et environnementales. Je souhaite que cette commission enquête d'abord sur la manière dont a été gérée la crise et l'accident chez Lubrizol à Rouen. Je pense qu'il faut aussi examiner la connaissance qu'on a sur ce qui se passe dans les sites Seveso. Moi, je suis par exemple très interrogative sur ce que nous dit la ministre de l'Environnement, qui nous dit qu'on n'avait pas connaissance de ce qu'il y avait dans l'entreprise. Si la préfecture a publié la liste des 479 produits chimiques qui étaient entreposés dans l'usine, le gouvernement a reconnu que personne ne sait exactement ce que donnent ces produits mélangés lorsqu'ils brûlent. Moi, j'accueille favorablement les demandes à la fois de mission d'information et de commission d'enquête. Les premières analyses ont commencé sur les choses les plus évidentes, l'amiante en particulier. Les analyses sur les dioxines ont été lancées. Et puis, il y a eu une question à laquelle on a besoin d'expertise pour répondre, qui est ce qu'on appelle l'effet cocktail. C'est-à-dire, quand on fait brûler plusieurs produits dangereux, est-ce que ça crée des molécules particulières qu'il faut aller rechercher dans l'air, dans les suies qui sont retombées sur le sol? Au Sénat, la commission d'enquête est réclamée par différents groupes politiques, LR, socialistes, centristes et communistes, et plusieurs commissions permanentes. Les travaux de cette commission d'enquête pourraient s'élargir à la réglementation, la prévention des risques et les dispositifs d'alerte qui encadrent les sites industriels classés Seveso. Le gouvernement, les experts eux-mêmes, n'ont pas réponse à toutes les questions. Et c'est la raison pour laquelle faire la lumière, ça passe aussi par le rôle du Parlement, par le rôle du Sénat, quand nous décidons ici de faire une commission d'enquête, nous voulons apporter une contribution avec le recul qui est le nôtre, avec cette capacité d'indépendance dans l'étude du phénomène. La commission d'enquête sera mise en place pour une durée maximale de 6 mois. Tous les groupes politiques seront représentés. Et avec nous pour le grand débat d'Allons plus loin, Marie-Noëlle Lienemann, bonsoir. Vous êtes sénatrice de Paris, rattachée au groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. André Gattolin, bienvenue, sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine. Arnaud Bazin, bienvenue à vous également, sénateur LR du Val d'Oise. Et Sarah El Haïry, bienvenue à vous également. Vous êtes députée de Loire-Atlantique, porte-parole du MoDem. Merci à tous les quatre. Vous saluez tous la création de cette commission d'enquête au Sénat. Est-ce que c'était nécessaire, Marie-Noëlle Lienemann? Je crois que c'est une très bonne initiative parce que d'abord, nos concitoyens, on le voit bien, doutent de tout. Donc il faut absolument, doutent de tout, ils ont des raisons, des fois de douter. Donc il y a besoin de totale transparence sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe dans les sites Seveso. Par ailleurs, j'ai cru comprendre que notre commission d'enquête ne serait pas que sur l'incident de Rouen, mais sur les sites Seveso en France. Et puis, à l'évidence, mais on en verra dans le débat, il y a des recommandations pour transformer assez radicalement nos pratiques, peut-être nos textes, en la matière. Donc je crois que le Sénat fera œuvre utile au regard de la démocratie, de la transparence et je l'espère de l'avenir. Et Sarah El Haïry, du côté de l'Assemblée nationale, c'est une mission d'information qui est lancée. Pour les téléspectateurs qui sûrement ne le savent pas, quelle est la différence? Alors nous on a fait le choix d'une mission d'information. Ça a été un choix unanime de l'ensemble des groupes politiques et c'est un point qui était important. On se saisit aussi parce qu'on a vécu la même, la même douleur et la nécessité aujourd'hui de comprendre, de peut-être poser en prenant aussi du recul et finalement d'apporter de la transparence, de la vérité. Mais une mission d'information est moins contraignante, c'est-à-dire que si vous auditionnez des gens, ils ne sont pas obligés de venir, c'est ça? Exactement, sauf que la réalité aujourd'hui, dans le contexte, tout le monde a envie de comprendre. On n'a pas eu le sentiment d'avoir la nécessité de devoir obliger. Et en plus, la mission d'information, c'est aussi ce qui a guidé nos choix, peut durer plus longtemps. Et donc cette liberté dans le temps nous a permis plutôt compter dans la balance. C'est un choix qu'a fait ma chambre pour apporter, puisque aujourd'hui tout le monde
a besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer demain, quelles sont les conséquences, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux protéger, quelles sont les responsabilités aussi. Il est nécessaire aujourd'hui de savoir. Et le choix de la mission d'information est pour nous le bon outil, la bonne organisation, puisque tous les groupes politiques, évidemment, ils seront également représentés. Et il était peut-être temps, Arnaud Bazin, j'ai lu qu'il n'y avait pas eu d'enquête parlementaire sur les risques industriels depuis la catastrophe d'AZF à Toulouse en 2001. Pourquoi faut-il attendre? Moi, je me mets à la place des téléspectateurs et des Rouennais qui ont vécu ce drame. Pourquoi faut-il attendre une catastrophe pour que des missions d'information ou des commissions d'enquête se mettent en place? Vaste question. D'abord, la responsabilité première de la surveillance de ces établissements est la responsabilité administrative du gouvernement. À partir du moment où nous n'avons pas de symptômes de dysfonctionnement qui nous alertent, nous n'avons pas lieu, je pense, d'investiguer particulièrement. Chacun dans ses compétences, nous sommes législateurs, le gouvernement a en charge des missions différentes. Donc, qu'on s'émeuve quand on a des catastrophes de cette ampleur, ça me paraît évident dans le public, mais aussi chez les élus qui doivent répondre au public sur les causes et ce qu'on doit rechercher comme amélioration dans notre organisation nationale pour les éviter. Mais je pense qu'il est naturel qu'après un tel événement, que ce soit une mission d'information ou une commission d'enquête, peu importe, l'essentiel c'est que les travaux soient faits et qu'on puisse rendre compte de façon efficace. Nous jugerons à la fin de ces deux procédures laquelle était la plus pertinente. André Gattolin, peu importe, mission d'information, commission d'enquête? Moi, la commission d'enquête est une bonne chose parce qu'elle est contraignante. Les gens, quand même, prêtent serment. Et je crois que ça renforce le pouvoir de contrôle du Parlement. Et toutes les autorités, il faut bien le dire, sont toutes aujourd'hui questionnées, voire mises en cause. Il y a une logique de la défiance de la part des citoyens. Et parfois, pour de bonnes raisons. Là, on le voit, on a une entreprise qui tarde à répondre. Moi, j'ai eu la chance et le bonheur de grandir dans une zone où j'ai malheureusement vécu enfant de catastrophes, enfin en tous les cas 2 alertes. L'explosion de la raffinerie de Feyzin, je crois que c'est en 1967. J'habitais à 30 km, on a entendu l'explosion. Et puis les centrales nucléaires du Bugey, où on a un élément qui a explosé, qui a fait un bruit, et on ne nous dit rien. Et là, moi, ce que je note dans cette incendie, et on peut dire d'une certaine manière catastrophe, c'est que on est quelque chose, c'est pas comme une radiation nucléaire, c'est immédiatement visible, les gens le sentent. Donc l'effet d'inquiétude et de peur est naturel. Il faut arrêter de dire aux gens. Oui, il faut arrêter de dire aux gens, ils sont irrationnels parce qu'ils s'inquiètent. Ils ont des raisons de s'inquiéter. Et je trouve que la réaction, notamment les premières réactions du côté de la préfecture, n'ont pas été quand même un summum de clarté et de compréhension vis-à-vis des citoyens. Il n'y a pas eu de mission d'information ou de commission d'enquête, mais il y a eu des moments de débat. Quand il y a eu la loi sur, alors moi je croyais qu'elle s'appelait de la confiance et toi tu me dis qu'elle s'appelle de la restauration Société de la conscience. Oui. Voilà. Il y a eu un allègement des contraintes. Alors ça, il faut toujours moins de contraintes aux entreprises et en particulier sur les informations concernant les directives de Seveso. Nous, on s'y est opposés. On a eu un débat à l'époque. Et on est allé en sens inverse de l'information. Et deuxième ou autre débat, assez régulièrement dans la loi de finances, nous déposons des amendements pour créer des postes d'inspecteurs des établissements classés et des sites Seveso. Vous savez qu'en France, on en a 1 pour 400 sites. Donc on voit bien le déficit majeur qu'il y a en matière de contrôle. Et pour toutes celles et ceux, d'ailleurs, dans le cas présent, on a appris que l'entreprise, alors je ne parle même pas de l'accident d'aujourd'hui, on a appris que dans cette entreprise, ils avaient été redressés. On n'a jamais eu la certitude qu'ils avaient fait tout ce qui avait été demandé et que par ailleurs, les amendes qui étaient données étaient dérisoires. Il y a eu un incident en 2013 où la pollution s'est ressentie jusqu'à Londres. Malgré tout, il y a eu des moments de débat où on n'a pas voulu voir quand même. Alors, commission d'enquête ou pas, les habitants, vous l'avez dit, restent inquiets. C'est aussi ce qu'a ressenti l'un de vos collègues, Pascal Martin, le sénateur centriste de Seine-Maritime, est au micro de Tam Tranu en salle des conférences. Je voudrais qu'on l'écoute. Oui, je suis donc avec Pascal Martin, tout nouveau sénateur, encore président du département de Seine-Maritime pendant quelques jours. Alors 7 jours après l'incendie de Lubrizol, quelle est la situation sur place ? Alors la situation sur place, effectivement, après 7 jours, est une situation où, après l'extinction de l'incendie, les sapeurs-pompiers restent présents.
parce qu'il y a, encore une fois, à être présent pour éviter des reprises éventuelles d'incendie. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les services de l'État qui ont en charge la communication chaque jour font état de l'évolution de ce dossier. Moi, je comprends aisément la demande de transparence totale des élus, des populations. Et donc, en tant que président du conseil départemental, nous sommes très attentifs puisque des collègues sont concernés directement par cet incendie. Ce point quotidien, il ne suffit pas, on imagine, à tarir les inquiétudes de la population. Quelles sont-elles? On le sait. Hier, Agnès Buzyn a dit le problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas quel est l'effet de toutes ces substances qui ont brûlé, mélangé. Alors, moi, je ne suis pas chimiste, mais je suis sapeur-pompier. Et donc, j'étais présent il y a une semaine aux côtés des sapeurs-pompiers à 11h30 le matin, où j'ai vu ce qu'était pour les sapeurs-pompiers un feu hors norme. Et donc, la première réaction immédiate des sapeurs-pompiers était d'éteindre le feu avec, bien sûr, en corollaire, les problématiques des eaux d'extinction, de pollution éventuelle des eaux, des problèmes d'air, des problèmes de sol. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a encore des zones d'ombre sur les interactions entre ces différents produits chimiques. Voilà, moi je considère que ces points quotidiens sont indispensables, sont réclamés à juste titre par l'ensemble des habitants. Indispensable mais peut-être pas suffisant. D'ailleurs, parmi les pompiers qui sont intervenus sur place, certains jugent qu'on leur cache leurs analyses. Certains disent les autorités nous les cachent. Et donc cela contribue bien sûr à entraîner des inquiétudes supplémentaires. Qu'est-ce que vous leur répondez pour les rassurer? Moi, je ne vois pas l'intérêt qu'auraient les pouvoirs publics à cacher quoi que ce soit. Le Premier ministre l'a dit, il faut une transparence totale. Notre département, le département de Seine-Maritime, c'est avec le département des Bouches-du-Rhône, le département qui accueille le plus grand nombre d'établissements Céveso sur son territoire. Et donc Lubrizol aujourd'hui à Rouen imposera à tous les, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit les services de l'État, une totale transparence à destination, encore une fois, des maires. Notamment, les maires sont les autorités de police administrative sur chacune des communes qui sont à même de renseigner leur population. Il faut que ces maires aient toutes les informations. Et encore une fois, je ne doute pas que les pouvoirs publics aient entendu cette demande avec force des partenaires. Merci beaucoup Pascal Martin d'avoir répondu à cette interview. Merci beaucoup. Tu as une réaction, Sarah El Haïry? Oui, bien sûr. Moi, ce que j'entends, c'est aussi la capacité de nos sapeurs-pompiers à avoir maîtrisé un feu exceptionnel en moins de 12 heures. Et pourquoi ils ont réussi à faire ça? C'est bien aussi de prendre du recul. C'est parce que quand il y a eu la catastrophe d'AZF, il y a eu des commissions, il y a eu des rapports, il y a eu le temps qui a permis de faire évoluer la manière d'agir. Et ils ont été exceptionnels. Parce que nous avons travaillé à l'époque. Et c'est aujourd'hui la responsabilité de nos deux chambres de comprendre, d'analyser, mais aussi de permettre, j'ai envie de vous dire, au-delà de l'information, elle est nécessaire, mais aussi l'explication de l'information. Parce que moi aussi, comme monsieur le sénateur, je ne suis pas chimiste. Et quand je lis un produit, le nom d'un produit, je ne sais pas quelles sont les conséquences. Et les conséquences quand ça brûle ensemble. Et c'est aujourd'hui peut-être ce besoin, et je l'entends, je le comprends, on a besoin de savoir quand ces produits brûlent ensemble, qu'est-ce qu'il se passe? Quelles sont les conséquences aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura des conséquences demain? Eux-mêmes ne le savent probablement pas. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de savoir si dans 10 ans ça provoquera des cancers. Pour le moment, aujourd'hui, il n'y a aucune information permettant de confirmer ou d'infirmer. Et c'est pour ça qu'il est hyper important et ce sera nécessaire de suivre au quotidien avec le sanitaire, la santé des gens. Et demain, en continuant à suivre la population qui a été exposée. Pourquoi? Parce que nous avons besoin et de prémunir et de pouvoir répondre si ça venait à évoluer. Mais aussi de savoir quels sont... Je veux dire, quand ça brûle, qu'est-ce qui se passe? On voit cette fumée, elle est extrêmement désagréable, elle provoque des réactions physiques. Et bien, dès le moment que ça provoque quelque chose chez moi, j'ai besoin de savoir est-ce que c'est temporaire, est-ce que ça aura des conséquences? Et ça sera... à mon avis, l'utilité de nos travaux aussi. Mais aucune question sur l'éloignement de ces produits, peut-être des zones d'habitation? C'est la vraie question, parce que quand on fait des études d'impact, à un moment donné, sur un établissement, on est en temps
T, et à T+1, on se rend compte qu'il y a une urbanisation qui s'est produite. Et là aussi, je ne vais pas dire que la responsabilité est celle des élus locaux, mais la responsabilité est ceux qui sont chargés de veiller au risque de continuer à autoriser le développement à un endroit où la population s'est accrue. Mais pour poursuivre ce que tu disais à l'instant, moi je trouve, oui, effectivement, les commissions d'enquête, les travaux sont faits et permettent une meilleure intervention. On l'a vu sur les questions de canicule. La grande canicule a entraîné un certain nombre de choses. Sauf que ce qu'on ne sait toujours pas faire dans ce pays, c'est communiquer. Et l'autorité qui parle, quand le préfet, dans ces cas-là, est à la fois juge et partie. Donc les gens, même s'il dit la vérité, même s'il est juste et s'il tente d'apaiser les choses, n'est pas Vous parlez crédible. du préfet, mais on parlera aussi de la communication du gouvernement. Arnaud Bazin, je vous laisse réagir, ensuite on y va. Oui, enfin, pour bien expliquer les choses à nos auditeurs, on est là typiquement dans le cadre d'un héritage historique. Aujourd'hui, on ne ferait pas les choses comme ça. Pour être très clair, on n'autoriserait pas une entreprise à stocker de telles quantités de produits potentiellement dangereux dans un continuum urbain tel que celui de Rouen, qui est quand même particulièrement dense. Mais il s'est fait au cours du temps un certain nombre de choses. Il y a 50 ans, on n'avait pas les mêmes préoccupations qu'aujourd'hui. Il faut quand même le rappeler régulièrement. Et on se trouve dans des affaires héritées de décisions qui remontent à loin. Par contre, ce que l'on fait, ce que doivent faire les pouvoirs publics, c'est prendre en compte ce risque en permanence, donc interdire toute nouvelle urbanisation. Normalement, il y a des plans spéciaux pour ça. Normalement, c'est fait. Et puis d'autre part, les pompiers ont un travail permanent avec ce genre de site, justement pour avoir des plans d'intervention adaptés à tout incident. Voilà ce qu'on peut faire, parce qu'on ne peut pas d'un claquement de doigts déplacer toute cette pas d'un claquement de doigts, mais peut-être lancer le travail pour que ça arrive un jour. En même temps, vous savez, il aurait pu être à 5 km ou à 10 km en pleine campagne, il y aurait eu aussi peut-être des effets. Été les champs qui auraient Donc été je pense personnellement qu'il faut réfléchir très sérieusement à la manière de relocaliser les activités productives dans ce pays. Mais néanmoins, moi je veux dire plusieurs choses. Premièrement, il n'est pas acceptable qu'on ait attendu 5 heures ou 4 heures, enfin mes collègues me disent 5 heures, mais plusieurs heures avant d'engager le confinement, quand on voit un enfant, alors que c'est normalement la première règle à donner, quand on voit l'ampleur de posées par la commission pourquoi d'enquête, attendre des trucs. Deuxièmement, manifestement, les pompiers et l'État n'avaient pas une analyse assez détaillée de ce qu'il y avait sur le site qui brûle, parce qu'il ne suffit pas de dire le site. Mais Elisabeth Borne a dit qu'elle avait fait pression sur l'entreprise pour avoir les informations. Donc, là, normalement, dans la directive Seveso, on doit transmettre, non seulement dire où on met les trucs, mais où ils se répartissent. Et deuxièmement, et c'est là qu'à mon avis, on pêche beaucoup, quand je vous parlais du nombre de contrôleurs d'installations classées, on augmente les doses. On ne respecte pas les doses qui sont mises sur les territoires. Déjà, il y a une erreur et ça peut provoquer des effets en chaîne, des accidents. Deuxièmement, on n'a plus voulu que ce soit des services publics qui travaillent sur la toxicologie, qu'il y ait des chercheurs indépendants qui n'arrivent pas qu'à posteriori, mais qui, quand il y a les enquêtes qui sont faites pour donner l'agrément directif de Seveso, on ait fait pas simplement la liste des produits, mais une analyse des risques, et pas simplement le plan de comment on gère les pompiers, mais quels sont les risques qui vont être déclenchés. Et c'est vrai que c'est coûteux, c'est vrai que c'est indispensable, mais si on ne fait pas ça, et je termine sur la recherche française. Quand j'étais au Parlement européen, puisque je trouve que j'ai beaucoup négocié ces directives, et notamment la directive REACH sur les produits chimiques, on avait en France les meilleurs toxicologues. Sauf qu'ils avaient 70 ans. 65, 70 ans. À l'époque, ça fait déjà il y a 10 ans. Et on a pu recruter et créer des postes de toxicologie. C'est un savoir-faire, une compétence qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez une liste, eh ben, il y a très peu de gens, même dans les ONG, qui sont capables de vous dire. Je voudrais qu'on aborde un autre point avec vous, c'est la question de la gestion politique de cette affaire. On a quand même eu 5 ministres sur place, dont le Premier ministre. On n'a pas toujours eu le même discours à chaque fois. Le gouvernement a eu un peu de mal à parler d'une seule et même voix. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en avez pensé dans un instant. Mais une autre question se pose, c'est celle d'Emmanuel Macron. Doit-il à son tour se déplacer? Doit-il aller à Rouen? Ou doit-il au moins s'exprimer? Gérard Larcher et Bruno Retailleau ont leur avis sur la question. Écoutez. Je pense qu'à un moment, il faudra que le président, qui a un peu une tendance à l'hyper-présidentialisation, se préoccupe de la question, bien sûr, des conséquences de cette catastrophe. Il est partout, sauf à Rouen. Oui. Il est à Rodez,
sauf à Rouen. Mais où les choses se passent? Où est la crise aujourd'hui en France? André Gattolin. Ouais. Non, je trouve cette polémique ridicule. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si la communication à l'égard du public, c'était le nombre de ministres qui se déplacent, avec 5 ministres qui sont allés de premier rang, ça serait réglé. Ça se passe un problème beaucoup plus bas, ou en tous les cas beaucoup plus responsable sur le terrain. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la manière dont les autorités, y compris les ministères, n'ont pas les informations, ne sont pas concernés, dont on ne sait pas mobiliser les choses, etc. C'est ça. Dire le président de la République doit se déplacer là. Il n'y a pas eu de mort non plus. Il y a des fonctions, il y a un agenda. Je trouve que on répond toujours par de la com télé, là où il doit y avoir un vrai travail de fond. Ce que disait alors, vous Marie-Noël. regrettez que 5 ministres aient fait le déplacement? Je trouve que c'est presque trop. Je pense qu'il y a peut-être plus à faire dans la manière dont on communique aux gens que le fait de dire tel ou tel ministre va sur place pour montrer que c'est important. C'est eux qui ont pris l'initiative d'y aller, hein, donc évidemment que les médias relaient l'information. C'est pas moi qui conseille les ministres et ils ont chacun d'ailleurs, je suis pas sûr qu'ils soient toujours très coordonnés sur ces choses-là. Je crois qu'à un moment, il serait plus important que les autorités locales qui sont en décision, quand j'entends qu'une délégation s'est rendue à la préfecture, n'a pas été reçue dans les premiers jours, ça m'inquiète. Parce que la question de l'autorité, ça se décrète pas. C'est pas parce qu'on est ministre qu'on a de l'autorité. L'autorité, les gens vous la reconnaissent parce que vous savez vous adresser aux gens et vous savez aussi répondre à leurs demandes. Sarah El Haïry. Moi, ce que j'ai vu, c'est effectivement un saisissement général aujourd'hui du gouvernement. Tout le monde... une surmobilisation. Non, une mobilisation à la hauteur de la catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Mais du coup, on en est à se poser la question de savoir si Emmanuel Macron doit y aller ou pas. Non, mais aujourd'hui, là, pour le coup, c'est vraiment vouloir créer une polémique autour du président de la République, oui ou non. Le sujet, il n'est pas là. La réalité, c'est quoi? Comment on protège aujourd'hui les Français? Qui a la responsabilité? C'est quoi l'urgence? L'urgence, c'était d'arrêter le feu. La deuxième urgence, c'était le principe de précaution. Interdire la vente des produits agricoles et alimentaires. De donner les règles. De dire, attention, si vous trouvez un bout de toit dans votre jardin, il faut appeler la préfecture. La mise en place d'un numéro vert. Parce qu'il y a énormément de fausses informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux. De dire, il y a une page sur le site du gouvernement qui apporte quelques informations claires. Et malgré ça, parce que quand vous regardez la période de cette agitation, entre ce qu'on vit physiquement, parce que ça sent mauvais, parce qu'on tousse, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, plus le doute, eh bien vous êtes inquiet. Et donc vous lisez. Et quand vous trouvez sur le site internet un faux communiqué de la préfecture, vous trouvez des informations, le robinet avec l'eau qui coule toute noire, ou des oiseaux qui ne sont même pas sur notre pays, eh bien oui, ça inquiète encore plus. Et c'est pour ça que le principe de précaution devait être appliqué immédiatement, de nettoyer, de dire voilà les procédures. Et évidemment, il faudra tenir et trouver les responsabilités de chacun. Vous parliez des produits. Aujourd'hui, le gouvernement savait exactement quel produit il y avait sur le site. Non, ils ont mis du temps à le savoir. Ils ont demandé. C'est quoi le décret? On peut dire les choses. Dans le décret, il y a quoi? Il y a des autorisations sur quel produit le site a le droit d'avoir, avec des maximums. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est quelle quantité était dans le bâtiment qui a brûlé, quelle quantité et quel produit. Et ça, il y a uniquement l'entreprise, l'usine qui le savait. Et au moment où tout brûle, là, ça a pris du temps. Et au moment où tout brûle, le gouvernement a poussé, bien sûr, et c'est notre job de trouver les responsabilités et de les lever et de les identifier. Et ben, personne ne contrôle rien. Eh bien, il se trouve que nos deux chambres se sont saisies et c'est en ça qu'on dit les responsabilités doivent être levées. Oui, il faut savoir pourquoi ils ont pris autant de temps pour le dire. Et où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Pourquoi ils ne communiquent pas non plus? Si vous permettez qu'on en revienne à la question que vous posiez. Merci. Après un tel problème public, on devrait pouvoir avoir une parole publique, claire, transparente, et on devrait aussi, dans une situation idéale, avoir un public qui a confiance dans cette parole. Et je crois que le fait qu'il y ait de multiples prises de parole à divers moments, ça explique qu'on en appelle maintenant au chef de l'État, parce que c'est plus trop qui croire. On en veut un. On veut un interlocuteur. Il n'y a pas des différences considérable entre ce qui a été dit par les uns et par les autres, mais quand même, il y a une cacophonie, il y a plusieurs prises de parole, les gens ne savent plus trop où ils en sont. Donc ça explique un peu cette agitation, me semble-t-il. Et notre sujet, entre autres, d'élus, c'est quand même de travailler à la restauration de cette confiance entre les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, petit niveau, très haut niveau, et le public. Parce que sinon, on va avoir de très très gros problèmes. Surtout qu'on vit à l'heure, ça a été dit, des fake news, de la diffusion de n'importe quoi par les réseaux sociaux. Donc, le sujet, moi, le premier sujet que je tirerais de là, au-delà des considérations techniques, l'organisation, etc., c'est
comment est-ce qu'on restaure ce lien de confiance? C'est le sujet des dernières minutes de ce débat, parce que ce qui nous a aussi frappé effectivement cette semaine, c'est le manque de confiance des citoyens dans la parole publique. C'est l'objet d'une interview de Bruno Cotresse dans le Figaro du jour, dont je vous lis un petit extrait. Les autorités ont beau communiquer, cela ne désarmera pas la défiance d'une partie de l'opinion. On comparera l'accident de Rouen au nuage radioactif de Tchernobyl ou au scandale du sang contaminé. Et puis cette semaine, on a vu aussi à quel point l'opinion voulait toutes les informations et tout de suite. Est-ce seulement possible? Écoutez le Premier ministre à ce sujet lors des questions au gouvernement au Sénat hier. Je vous ai dit que nous donnions les éléments qui sont en notre possession au fur et à mesure que nous les avons. Et vous comprendrez bien, et je ne veux pas prendre le sujet à la légère, que je ne peux pas produire le résultat des analyses avant qu'elles aient été réalisées. Lorsque vous testez un certain nombre de prélèvements pour vérifier la présence éventuelle de dioxine, ça prend du temps. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne suis pas chimiste, c'est les gens qui font ces analyses, les spécialistes, qui les font bien, parce qu'ils doivent donner une information sérieuse et précise. Et je pense que vous et moi nous accordons parfaitement sur ce point. Dès que nous les avons, nous les communiquons. Marie-Noëlle Lienemann, on sent un Premier ministre et un gouvernement un peu démuni, un peu désarmé, et un public, une opinion qui veut de plus en plus d'informations tout de suite, et en même temps qui ne croit plus la parole publique. Oui, pour une raison simple, c'est que pour qu'on croie la parole publique, il faut que sur des sites de cette nature, il y ait des comités de suivi permanents dans lequel des spécialistes des produits toxiques... On les aurait cru pour autant? Attendez, en amont de ce truc, pour savoir ce qui se passe là-dedans. Est-ce qu'on fait les contrôles? Il faut que tous les ans, on sache les contrôles ont-ils été faits? A-t-on augmenté les doses? Y a-t-il eu des dysfonctionnements? Qu'est-ce qu'on a observé comme risque? Écoutez les syndicats de l'entreprise, écoutez les ONG qui apprennent avec aussi ont des compétences importantes. Ce travail doit être fait régulièrement sur chaque site, et il doit y avoir la mise en place adossée à ce travail de suivi, j'appelle suivi citoyen. Il ne s'agit pas de mettre n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment, mais ce travail-là doit être fait systématiquement, et à partir de là, il doit y avoir une cellule qui est mise en œuvre tout de suite quand il y a un déclenchement, avec quelques toxicologues qui ont travaillé, qui savent comment ces débats ont eu lieu, pour savoir si, oui ou non, d'abord les pompiers doivent avoir une meilleure information, parce que j'espère qu'il n'y a pas eu trop de... Être plus efficace, quoi, dans ce genre de catastrophe. Et puis surtout que ce soit l'État. Et l'État au sens partagé par les citoyens. Un État qui n'est pas indépendante. Non, je suis autorité indépendante. Si c'est pour que tu aies des experts qui soient moi je suis pour que ce soit la puissance. Non, je pense que par ailleurs, il faut qu'il y ait dans ces comités-là la possibilité de faire appel à des contre-expertises de celle de la puissance publique. Mais là, c'est pas des autorités indépendantes, c'est des comités de suivi dans lesquels il y a une part des citoyens qui sont là, et que l'État retrouve sa crédibilité. Parce que sinon, c'est le gouvernement. Et donc, il est toujours suspect de jouer des coups politiques. Non, je crois que dans ce cas-là, et dans notamment les installations dites Seveso, qui couvrent une variété assez importante d'établissements, on devrait avoir une vraie méthodologie. Exactement. Et pas dire on commence tout de suite à regarder 2 critères sur la qualité de l'air. On devrait avoir des critères de périmètre, de puissance des vents, de la présence de l'eau, etc. On devrait avoir une méthodologie, et on devrait avoir dans ce pays, au moins sur le territoire, une vingtaine d'unités régionales qui soient mobiles, qui soient saisissables très rapidement. Mais il y a une commission d'enquête qui pourra déboucher sur ce genre de Quand j'apprends qu'on a dû faire venir des CRS de Paris pour intervenir là, dans ce cadre-là, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire la déconcentration du territoire? Et puis un dernier point peut-être, je pense qu'il est aussi nécessaire qu'on puisse comprendre les informations. Parce que ce qui crée aussi beaucoup de troubles, c'est que, moi, encore une fois, je vous l'ai dit, je ne suis pas chimiste. Quand je vois une liste, je ne sais pas la lire. Donc pas de langage trop technique. Je pense qu'il faut avoir cette capacité, en tout cas à la penser en amont, de comprendre qu'est-ce qui est écrit. Parce que les analyses, on peut aller les télécharger, elles sont mises au fur et à mesure sur le site. Mais évidemment, comme on n'y comprend rien, ou pas du tout, finalement, ça crée encore plus de doutes. Et puis un dernier point, juste au-delà de cette compréhension nécessaire, une culture de la sécurité civile sur les territoires où il y a des risques. Et ça va dans votre pensée. Aujourd'hui, moi je travaille énormément avec les sapeurs-pompiers, et je pense que sur nos territoires, il est nécessaire, quand il y a des lieux à risque, quel qu'il soit, eh bien de penser, de sensibiliser et de faire vivre cette culture de la prévention au-delà de ce qu'on a aujourd'hui, puisque le confinement n'a même pas été entendu par toute la famille de la même manière. Et c'est en ce sens que je dis, il est peut-être nécessaire d'avoir cette culture de la sécurité civile. Arnaud Bazin. C'est un cas typique où on va avoir de toute façon des informations complexes et qui vont s'imposer dans un continuum de temps. Et c'est totalement
contraire à ce qu'attendent les gens, des éléments simples, immédiats et compréhensibles. Donc ça impose quoi? Ça impose qu'il y ait une médiation, qu'il y ait des gens qui soient dignes de confiance, qui puissent, dans un temps maîtrisé, donner des informations. Et ça revient au sujet qui nous a rassemblés aujourd'hui, c'est la confiance entre les pouvoirs publics et les citoyens. Parce que l'information, la transparence à outrance, en cette matière-là toxicologique qui est extrêmement complexe, ça ne donnera rien à 99,9% des citoyens. Là, on le voit et puis, cette fois, vous savez bien que c'est des entreprises privées qui font les études pour les entreprises. Et donc, ce n'est pas un service public. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a toujours une suspicion, vraie ou fausse, mais parfois vraie, de minimiser des risques, de cacher des choses, de prendre le sujet du bon côté, on appelle ça le syndrome de Tchernobyl aussi. Et donc là, franchement, c'est pourquoi moi, il faut retrouver un esprit de service public, j'appelle d'État, mais au sens pas de la bureaucratie administrative qui cache tout. Hein, mais bien au sens... c'était aussi voilà, non, là, je parle de l'État républicain avec les citoyens. Voilà. Hein, et ça me paraît fondamental. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Fin de cette émission, on se retrouve lundi, exceptionnellement à 22h seulement. En attendant, vous retrouvez demain matin Oriane Mancini dans Bonjour chez vous, 7h30, l'invité politique Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche. Très bonne soirée sur Public Sénat.